Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans notre époque incertaine, et c'est sans doute peu de le dire aujourd'hui, la nostalgie des Trente Glorieuses, année de prospérité et d'insouciance, s'invite partout. Peu de jours ne passent sans que soit vantée une société éprise de travail, un monde de liberté adossé à des valeurs traditionnelles, une France culturellement homogène, traversée par des clivages politiques invariables. Des temps plus simples et plus optimistes, dans lesquels la fin du mois et la fin du monde étaient moins confondues qu'aujourd'hui. La mélancolie pour le passé semble naturelle lorsqu'elle pleure le paradis perdu de la jeunesse et des illusions éteintes. Mais lorsqu'elle se mue en récit politique, ne nous empêche-t-elle pas de faire face aux défis du présent et de préparer l'avenir? Bonjour Vincent Martini. Bonjour. Nous allons parler du livre que vous avez dirigé, Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses, aux éditions du Seuil. C'est un livre qui est paru en janvier de cette année. Et vous nous direz si il a bien vieilli, parce que ça va tellement vite en ce moment que la question peut se poser. Donc nous allons échanger pendant une quarantaine de minutes pour balayer, pas tout ce livre qui est très riche, mais quelques éléments un peu cruciaux. Et puis bien sûr, vous aurez la parole ensuite pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Vincent. Alors faisons tout d'abord un petit peu connaissance. Vous êtes né en 1977, je ne dis pas l'âge, mais c'est à La Réunion. Et vous avez suivi des études de sciences politiques en France et en Angleterre. Vous avez soutenu un doctorat, j'adore toujours citer les thèmes des doctorats. Ça en dit long sur la personne avec laquelle on échange. Le titre de votre doctorat, c'était « Le nationalisme culturel français durant les septennats de François Mitterrand ». Donc, si vous avez des questions sur le doctorat, éventuellement, vous pourrez. Vous êtes aujourd'hui professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École polytechnique. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po, plus connu sous le nom doux de Cevipof. Pour ceux qui écoutent un certain nombre d'émissions ou regardent, il y a souvent quelqu'un du Cevipof. Ce soir, vous avez de la chance, on a quelqu'un du Cevipof. Vous êtes également membre du comité de rédaction de l'hebdomadaire Le 1. Vous avez écrit des livres, des récits politiques. En 2016, Dire la France, culture et identité nationale. Et en 2019, Le Retour du Prince, qui est peut-être pas sans lien avec le 14e chapitre des Temps nouveaux que vous avez écrit. Vincent, est-ce que vous voulez corriger ou compléter ce portrait rapide ? Tout va bien. C'est toujours, quand on s'entend un peu portraitisé, on a l'impression évidemment que c'est toujours une image formelle, mais en tout cas ça correspond, je crois, au propos de notre soirée. Je pourrais dire d'autres choses, je pourrais dire que je suis aussi, et ça fera le lien avec notre propos, je suis issu d'une famille qui a été tirée de la pauvreté par les Trente Glorieuses. Vous voyez, donc quand je dis en finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses, je pourrais être bien mal placé pour le faire. C'est pour ça qu'on partira de ce petit paradoxe, peut-être au début de notre présentation. Très bien. Alors, sur ce livre, Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses, il est indiqué sous la direction de Vincent Martini. Donc, ce n'est pas un livre de Vincent Martini, c'est un livre collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont il s'est construit ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup à Livre en Marche de me proposer de venir prendre la parole ici avec vous. Dire un mot sur ce collectif qui est un collectif assez étrange, parce que la plupart des livres collectifs, ce sont des ouvrages où en fait, finalement, le directeur de l'ouvrage, il va chercher des textes ici et là pour essayer d'en faire un ensemble plus ou moins cohérent. Là, ce n'est pas du tout l'histoire de ce livre. Ce livre, c'est plutôt un livre écrit à 14 mains. Ce serait un vrai livre collectif, c'est-à-dire c'est un livre dont j'ai eu l'idée il y a plusieurs années, mais dont à un moment donné j'ai décidé de refuser de le faire seul. Je me suis dit, pour que ce livre soit convaincant, c'est-à-dire sans vouloir dévoiler l'ensemble du propos, mais la thèse principale est de dire que nous sommes enfermés dans une nostalgie des Trente Glorieuses sur le plan du récit politique qui nous structure, et c'est un problème. Eh bien il me semblait que si je le faisais seul,
pour parler de ma spécialité, moi la science politique, l'analyse politique, moi je suis quelqu'un qui analyse les élections, qui m'intéresse à l'hyperprésidence, qui m'intéresse au pouvoir exécutif. Bon, évidemment, il me manquait toute une partie de ces éléments-là, même si j'avais un peu de background en histoire culturelle, vous l'avez rappelé. Et donc je suis allé voir des gens que j'admirais, des gens que j'aimais, des gens dont j'aimais lire les textes et dont je pensais qu'ils étaient de nature à la fois à partager les intuitions que j'avais eues, mais aussi à être de nature à pouvoir parler au plus grand nombre. Parce que vous le verrez, ou pour ceux qui l'ont déjà lu, vous vous en êtes rendu compte, c'est pas un livre académique, c'est pas un livre dont le but est de se couper des gens, c'est un livre dont le but est de parler au maximum de gens possible, au sens où moi j'ai toujours dit que j'écris des livres pour que ma mère puisse les lire, et ma mère n'a pas fait d'études. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. J'écris aussi des livres techniques, scientifiques évidemment, mais ce livre-là, il avait pour vocation d'être un livre pour tout le monde, c'est-à-dire un livre fait aussi de gens qui ont l'habitude de s'exprimer auprès du grand public et qui ne souhaitent pas se mettre dans une tour d'ivoire. Voilà, ça c'est le premier élément. Donc j'ai choisi ces gens aussi par une diversité de générations. Le plus jeune d'entre eux, des auteurs, Raphaël Lorca, vient d'avoir 30 ans. Il a écrit un chapitre sur la consommation. La plus ancienne, c'est Michel Perrault, que vous connaissez peut-être, grande historienne du féminisme. Michel Perrault avait 16 ans lorsque les Trente Glorieuses ont commencé. Elle a aujourd'hui 96 ans. Et donc j'aimais cette diversité avec évidemment peut-être un peu plus de personnes qui sont de mon âge, c'est-à-dire la génération des cadras, comme on dit, qui sont nés à la fin des Trente Glorieuses. Il y avait peut-être là aussi une volonté d'affirmer un peu cette génération-là. Mais en réalité, j'aimais bien cette diversité d'approches, de générations, et qui se double, aussi une diversité d'approches intellectuelles, puisque dans ce livre, vous avez des universitaires, comme moi, vous avez des intellectuels publics, des essayistes, je pense à David Jez ou Raphaël Lorca, vous avez des journalistes, Maya Mazorette, Éric Fotorino, qui est aussi un écrivain, et puis vous avez un syndicaliste que vous connaissez, Laurent Berger, l'ancien patron de la CFDT, et qui nous a fait un chapitre important sur le travail. Voilà. Donc ce livre, il est né comme ça, et je vais vous dire comment il est né au tout départ. C'est que, même si j'avais cette idée dans la tête depuis plusieurs années, il y a un an, j'ai regardé, peut-être comme vous, la conférence de presse d'Emmanuel Macron en janvier 2024. Cette fameuse conférence de presse, après la loi immigration, il fait une grande conférence de presse pour expliquer un peu ce qui va se passer dans les 3 années qui restent. Et bon, je le fais parce que le journal Libération m'avait demandé une interview pour l'analyser. Donc consciencieusement, je regarde la conférence de presse. Et là, je vois qu'Emmanuel Macron, après avoir vanté son amour de la bagnole, comme il avait dit, avoir rappelé qu'il ne fallait pas emmerder les Français, un peu comme Georges Pompidou, commence à vanter les mérites de l'uniforme. Et puis il y a cette phrase qui revient en permanence dans son discours. D'abord, il faut que la France reste la France. Un propos qui a été assez critiqué parce qu'il l'avait emprunté à Éric Zemmour. Mais aussi... il dit en permanence, il faut s'adapter, c'est important de s'adapter. Et il se trouve que quelques jours plus tôt, j'avais revu un film que vous connaissez peut-être et que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet. Et ce film, si vous ne l'avez pas en tête, il est connu pour une raison, c'est qu'il y a une scène particulièrement célèbre où on voit Michel Piccoli couper un gigot et se fâcher avec ses amis. Ses amis, c'est Yves Montand, Serge Reggiani. Et il se fâche et il dit, vous m'emmerdez, il les engueule comme c'est pas possible, et il quitte la pièce. Et cette scène est une des scènes mythiques un peu du cinéma des Trente Glorieuses, Claude Sautet, grand réalisateur évidemment, mais sauf que les gens ont souvent oublié la raison de cette scène. Pourquoi la colère de Michel Piccoli? Et en réalité, la scène tourne autour du fait qu'un des protagonistes autour de la table commence à lui parler d'un phénomène nouveau en 1971 qui s'appelle les banlieues. Il dit voilà, il y a ce nouveau truc qui s'appelle les banlieues, c'est là où on met les pauvres. Quand ils sont plus dans les villes, on les déplace plus loin. Et donc, il a l'air de s'en indigner. Et Michel Piccoli joue le rôle d'un chirurgien dont on comprend qu'il a été socialiste à une époque, mais qu'il a installé une clinique place de l'Étoile, donc il a un peu changé de priorité. Et sa réponse est de dire ils n'ont qu'à s'adapter. Il faut s'adapter dans la vie. Et donc, évidemment, la petite, comme je suis un peu d'esprit taquin, je pense au lien avec Emmanuel Macron, et puis je raconte ça à Libération. Et Libération, qui aime bien ce genre de titre sur la conférence de presse, me rappelle un film de Claude Sautet. Et il se trouve qu'il y a eu un certain écho à cette interview, et je me suis dit que là, il y avait quelque chose autour des Trente Glorieuses, parce que, évidemment, on m'interroge sur les Trente Glorieuses, et je me rends compte que ça touche un point névralgique, très important, dans lequel, en fait, beaucoup d'individus se sentent concernés à la fois par cette nostalgie, c'est-à-dire disent, oui, c'est vrai, même à gauche, il y a une nostalgie pour mai 68, pour une période de grande liberté, de libération sexuelle, de période plus légère. Et puis, je reçois aussi plein de commentaires d'autres familles politiques qui me disent, les Trente Glorieuses, c'est aussi une société ordonnée, où on comprend beaucoup mieux la façon dont ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce qui domine, c'est la confusion. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Et donc j'ai voulu, avec des spécialistes de tous les domaines,
la sexualité, la culture, le travail, l'économie, la société de consommation, la croissance, l'écologie, etc., etc., eh bien, couvrir un champ très vaste de toutes les idées reçues qu'on pourrait avoir sur les 30 Glorieuses, pour essayer justement de savoir est-ce que cette période était vraiment la période qu'on dit, mais surtout, une fois qu'on a parlé de cette période, qui est une période historique, contre laquelle il n'y a pas raison de se positionner, parce que, bon, elle est de fait révolue, et elle a porté, comme toutes les périodes historiques, son lot de bienfaits et, à mon avis, d'impasses. Mais l'autre partie de ce livre, et ça je crois que c'est le cœur, c'est un livre qui est moitié analyse, moitié manifeste. Hein. C'est un livre qui essaie de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Comment on essaie de le réinventer? Et surtout, comment on essaie de préparer la suite, quoi. C'est ça qui m'intéressait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On a le décor, effectivement. Vous avez tous compris. 14 autrices et auteurs qui contribuent à éclairer ce sujet. Une équipe. Quand nous avons échangé avant pour préparer cette conférence aujourd'hui, j'ai proposé à Vincent, je lui ai dit, moi je vois deux manières de parler de votre livre. Soit une manière chronologique, on prend les 30 Glorieuses, ce qui a suivi, aujourd'hui, demain. Voilà. Et puis il y a une approche thématique. On peut parler de la sociologie, de l'économie, de la culture. Qu'est-ce que vous préférez? Alors il m'a fait une réponse de quelqu'un qui a fait des études politiques. Il m'a dit, finalement je préfère du chrono-thématique. Bon alors vous aurez les deux. Donc on va commencer par quand même, voilà, parce que le propos est simple, hein, mais pour ne pas trop se perdre, à remonter un peu le temps. Et puis après, il y a quelques sujets qu'on approfondira en fonction du temps qu'on aura. Et puis après, vous aurez la parole. Alors, sur la partie plus chronologique, moi je me disais qu'il y a des termes qui habitent nos imaginaires. Il y a les 40e rugissants, il y a les 50e hurlants, et il y a les 30 Glorieuses. Et vous dites dans votre introduction, il y a des époques qui refusent de mourir, elles flottent comme des nuages lourds d'histoire, de rêves, de symboles au-dessus de nos quotidiens. Les 30 Glorieuses sont de celles-ci. Alors Vincent, pour que nous puissions en finir avec la nostalgie, il faut d'abord comprendre finalement ce qu'elles ont été, ces 30 Glorieuses. Comment vous les définiriez de manière, je dirais, synthétique? Alors, je vais revenir sur la définition qui en a été donnée par celui qui a inventé l'expression les 30 Glorieuses. Parce que vous savez, c'est un économiste, un haut commissaire au plan, qui s'appelle Jean Fourastier, qui a inventé cette expression en 1979 dans un livre qui s'appelle Les 30 Glorieuses ou La Révolution invisible. Et ce livre est un livre très important, un peu aride à lire aujourd'hui, parce que c'est un commissaire au plan, c'est un économiste, donc ça rigole pas vraiment comme livre, mais c'est un livre passionnant parce que non seulement il va introduire cette notion, mais il va d'une certaine manière inventer cette période. Parce que lorsqu'on pense aux 30 Glorieuses, il n'y a pas vraiment d'unité dans cette période qui va de 1945 à 1975. En réalité, il y a au moins deux temps dans les 30 Glorieuses. Il y a la période qui va des années 45-46 à la fin des années 50, c'est-à-dire la période de la reconstruction vraiment du pays, où le pays est dans une situation très difficile, dramatique, etc. Il faut à la fois reconstruire, il faut aussi nourrir les Français, hein, c'est le développement de toute l'agriculture de masse qui va permettre tout simplement de remettre le pays sur pied. Et puis il y a une deuxième période qui va des années 60 jusqu'à la fin des années 70, qui est la période là, de l'insouciance. Et souvent d'ailleurs, quand on pense aux 30 Glorieuses, on pense souvent plutôt à cette deuxième période, c'est-à-dire ce moment où la prospérité arrive. Et donc, Jean Fourastier nous dit avant tout, les 30 Glorieuses, c'est une période de prospérité matérielle. Il a une métaphore, dans son introduction, il prend deux villages, et ces deux villages, il les décrit. Le premier village est un village qui vit un peu comme au 19e, principalement agricole, dans lequel il n'y a pas vraiment de médecins, dans lequel on se soigne comme avant, dans lequel on produit comme avant, dans lequel les femmes passent énormément de temps à faire les tâches ménagères sans aucune aide mécanique, dans lequel finalement c'est un village dans lequel on ne connaît pas les villages voisins parce qu'on n'y est jamais allé, la mobilité est très réduite, un village qui se centre essentiellement sur la vie de la campagne. Bon. Et puis il parle d'un deuxième village qui s'appelle Quessac. Et ce deuxième village, dans le Lot aussi, toujours dans le Lot, c'est un village lui hyper moderne, une grande route au milieu, des voitures, les familles disposent de l'eau courante, de la télévision, l'électricité, etc., etc. C'est un village moderne qui ressemble beaucoup plus d'ailleurs à notre vie aujourd'hui. Et en fait, ces deux villages n'en font qu'un seul. C'est le village de Douel où est né Jean Fourastier dans les années 20.
et le village de Douel en 1945 et le village de Douel en 1975. Et il explique qu'en 30 ans, ce village s'est profondément transformé. Non seulement il a acquis une prospérité sans précédent, non seulement l'espérance de vie, les conditions de vie des citoyens qui habitent ce village se sont considérablement améliorées, mais en plus, le paysage lui-même a été transformé par l'agriculture mécanique, par la révolution des transports, par le désenclavement, par les moyens de communication nouveaux. Et donc il raconte tout simplement cette période qui est quasiment sans précédent dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire une période de prospérité, de boom économique tellement puissant qu'il va transformer la vie de millions de Français, et de millions de Français qui vont passer de la misère ou de la pauvreté à une classe moyenne, voire une classe moyenne supérieure. Il nous parle aussi d'une société dans laquelle ce qu'on appelle le taux de rattrapage, c'est-à-dire le temps qu'on passe dans une vie, statistiquement, lorsqu'on est né ouvrier, à pouvoir espérer être cadre, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour un ouvrier pour devenir cadre, en 1972, c'est environ 25 ans. C'est-à-dire dans l'échelle d'une carrière, un ouvrier pouvait devenir cadre. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est 210 ans. C'est-à-dire que nous avons statistiquement aucune chance, lorsqu'on est né ouvrier, de devenir cadre dans le cours d'une vie. Ça va se jouer sur 2, 3, 4 générations. On pourrait dire que c'est un recul, mais on pourrait aussi dire que ça correspond à peu près à ce qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, hormis pendant les 30 Glorieuses. Donc il parle de cette période, tout simplement, essentiellement sous l'angle matériel. Et il le dit d'ailleurs à la fin, il dit, en fait, ce qui caractérise la prospérité des 30 Glorieuses, c'est une prospérité essentiellement matérielle. Il y a plein d'autres choses, il voit des limites à cette prospérité, à l'époque lui-même, est assez critique d'ailleurs de ces 30 Glorieuses, parce qu'elle dit que justement, elle insiste un peu trop sur la question matérielle et pas assez sur d'autres enjeux. Voilà. Donc, les 30 Glorieuses, c'est ça. C'est une période composite qu'on a réunifiée, et qu'on a aussi réunifié dans une vision rétrospective, puisque, je le disais tout à l'heure, le livre de Jean Fourastier paraît à la fin des 30 Glorieuses, en 1979, c'est-à-dire après le deuxième choc pétrolier, au moment où il dit déjà, c'est fini, cette période est terminée. Nous rentrons dans une autre période que d'autres ont appelée les 30 piteuses. Je ne sais pas si on doit les appeler comme ça, moi-même je ne partagerai pas cette expression, je dirai pourquoi tout à l'heure. Mais disons qu'à partir de là, on s'est mis à penser l'essentiel de notre société sous l'angle de la crise. Le terme qui s'est imposé, c'est l'idée de crise. Nous sommes, depuis que je suis né, en crise. Moi, j'ai bientôt pas de chance, ouais. Et donc 45 ans de crise, où on m'a expliqué qu'il y avait une crise des hommes et des femmes, une crise de l'économie, une crise du travail, une crise de l'écologie, une crise de la culture, une crise politique. Et donc c'est intéressant parce que moi je me suis dit, mais c'est quand même intéressant parce que moi j'ai pas eu l'impression toujours d'être en crise. Et donc je me suis interrogé sur pourquoi ce vocabulaire de crise était un vocabulaire, me semble-t-il, erroné. Il était erroné, et là j'ai un mot, mais après on va pouvoir rebondir, c'est que, en réalité, puisque nous avons fait des 30 Glorieuses, non pas ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une parenthèse de prospérité, pas pour tout le monde, on dira un mot dans un instant, mais en tout cas une parenthèse de prospérité pour une partie importante de la population, eh bien, nous avons décidé d'en faire un maître étalon de la norme, comme s'il fallait revenir à cette norme, et donc nous courons depuis 45 ans après cette norme. Et comme nous n'y parvenons pas, pour toute une chaîne de raisons, bonnes et mauvaises, eh bien, nous sommes en permanence en train de se penser en crise. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire dans ce livre, c'est de dire pourquoi ces crises sont des mutations. Alors, vous insistez dans un premier temps sur le fait qu'on peut caractériser cette période par une période de prospérité, une croissance qui est de 5% par an. On y reviendra aussi tout à l'heure sur cette notion de croissance. Ça, c'est l'aspect un peu économique et matériel. Et on a aussi en tête, alors est-ce un fantasme ou pas, vous nous le direz, que cette période a été une période de libération sur le plan de la société. Comment vous pourriez la caractériser ? Alors, cette période, elle est incontestablement une période de progrès, déjà. Alors, le progrès tel que l'Occident a défini le progrès, c'est-à-dire une période où on avait plus de choses qu'avant, plus de biens matériels, probablement plus de liberté, en tout cas une libéralisation des mœurs, au moins dans la deuxième période, parce qu'encore une fois, la période 1955-1965, elle est beaucoup moins libre, elle reste encore une société très traditionnelle, très engoncée dans des rapports entre les hommes et les femmes qui sont très, très, je veux dire, presque archaïques, et il y a une libéralisation. Mais je formulerai les choses un peu différemment. Dans ce livre, il y a plusieurs parties. Il est structuré autour d'une partie autour de la question des rapports entre les hommes et les femmes, une deuxième partie sur la question économique et sociale, une troisième partie sur la question culturelle et une dernière partie plutôt politique. D'accord ? Donc pour revenir à votre question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on caractériserait la singularité de cette période, c'est ça ? C'est ça. Sur le plan, à côté de l'économie, sur le plan à côté de l'économie, de la société. Je dirais que c'est une période qui a vu, oui, une progression rapide des rapports entre les hommes et les femmes. Par exemple, moi j'ai voulu mettre cette question-là au début du livre,
Pourquoi? Parce que justement, il me semble que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait dans les 30 Glorieuses. C'est-à-dire, si j'avais écrit ce livre il y a 30 ans, j'aurais probablement fait ou demandé un chapitre sur les rapports hommes-femmes, mais je l'aurais mis peut-être à la fin du livre. Hein. En tout cas, on l'aurait mis à la fin du livre. Et il me semblait que cette transformation, elle est une transformation absolument majeure qu'on connaît depuis les 30 Glorieuses, puisque il y a 3 chapitres sur les questions des rapports hommes-femmes, un chapitre sur la sexualité, qui a été rédigé par Maya Mazoret, un chapitre sur les droits des femmes par Michel Perrault, et un chapitre sur la famille, rédigé par une journaliste qui s'appelle Claire Allais. Et j'essayais de comprendre en quoi cette période avait été certes une période d'évolution par rapport à la période précédente, c'est-à-dire une libéralisation des contacts entre les hommes et les femmes au moins dans la même période, mais pour le reste, une période qui restait globalement traditionnelle. Certes, les femmes ont obtenu le droit très important à l'avortement, à disposer de leur contraception, mais on a dit un peu vite que c'était un droit à disposer de leur corps. Et ce que dit Maya Mazoret, c'est que finalement ce droit a été d'abord réservé aux hommes, et que finalement les relations autour du consentement, autour du désir féminin, les façons de faire l'amour dans les 30 Glorieuses n'ont pas beaucoup varié par rapport à avant. Il n'y a pas eu d'innovation fondamentale. Ne spoilez pas trop, Vincent, on y reviendra parce qu'on a envie de parler de sexe ce soir, donc voilà, il faut laisser un peu de temps. Voilà. Deuxième dimension, c'est que la famille qui s'est imposée au courant des 30 Glorieuses, c'est une famille totalement traditionnelle, une famille nucléaire, encore organisée autour du mariage. Je rappelle, on ne le dit pas dans le livre, donc je ne vais pas spoiler, qu'au CEVIPOF, on fait des enquêtes qu'on appelle les enquêtes valeurs, c'est-à-dire on pose des questions sur les valeurs des Français. Et il y a une question qu'on posait jusqu'à la fin des années 90, cette question était « Accepteriez-vous d'épouser un ou une divorcée ?» Et on a supprimé cette question à la fin des années 90 parce qu'on a considéré qu'elle n'était pas statistiquement intéressante, parce qu'en gros, il y avait trop de gens qui disaient oh, « ça n'a pas d'importance ». Mais ça veut dire que jusque dans les années 90, être divorcé, a fortiori lorsqu'on était une femme, eh bien c'était déchoir vis-à-vis d'une certaine forme de norme qui était la norme familiale. La norme familiale, c'était un couple marié d'un homme et d'une femme, composé en général d'un foyer de 2 enfants, 2 enfants ou plus. Et à ce titre-là, cette norme familiale, elle est restée assez constante. C'est un modèle qui est né, comme le rappelle, pas dans le livre, mais ailleurs, Irène Théry, la sociologue de la famille, elle dit que ça est né au XIXe siècle, et ce modèle, les 30 Glorieuses ont été une continuité de ce modèle. On pourrait dire que c'est la famille nucléaire plus la consommation, les 30 Glorieuses. Et puis enfin, les droits des femmes ont progressé, mais on le voit aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, avec la libération de la parole des femmes, avec le rapport au consentement, non seulement dans la chambre à coucher, mais aussi dans l'espace public. On voit bien quand même que c'est une période qui a débuté timidement, quelques avancées, mais dont on voit que le gros du travail est aujourd'hui en train d'être fait. Et c'est ça qui nous intéressait. Ok. Voilà, donc là on a un petit panorama de ce qu'ont été les 30 Glorieuses. Il y a une question qui me taraude, parce qu'elle est sous-jacente dans le titre, En finir avec la nostalgie. Qu'est-ce qu'on pense qu'ont été ces 30 Glorieuses, qu'elles n'ont pas été? Enfin, je sais pas, est-ce que vous me suivez? Ouais. C'est quoi les fantasmes qu'on a finalement sur les 30 Glorieuses qui, lorsqu'on regarde objectivement, non, c'est pas là que ça s'est produit. Ouais, okay. C'est une très bonne question. Pas si facile que ça en réalité. Je pense que les 30 Glorieuses n'ont pas été des années de la libération sexuelle dont on a tant vanté. Je pense que la libération sexuelle était partielle, qu'elle s'est fondée, comme le dit Maya Mazoret de manière très provocatrice, je vous incite à voir son chapitre, et je trouve assez amusant parce que justement il remue un petit peu. Il dit que c'était surtout un accès beaucoup moins limité au corps des femmes par les hommes. Le droit d'avoir un plus grand nombre de partenaires sexuels, avant tout pour les hommes, puisqu'on sait que le nombre de partenaires sexuels pour les femmes a resté globalement stable. Il a légèrement augmenté, mais c'est aujourd'hui, maintenant qu'il augmente, et pas non plus à l'époque des 30 Glorieuses. Ça n'a pas été une société inclusive. Si on parle d'inclusion, c'est-à-dire la reconnaissance des différences, il y a eu des moments à partir de mai 68 dans lesquels on a reconnu un peu timidement des sexualités nouvelles, l'homosexualité, on a reconnu les personnes d'origine étrangère ou qui revendiquaient une identité particulière. Mais finalement, ça s'est joué beaucoup plus tard. C'est dans les années 80 que les luttes contre les discriminations vont vraiment naître. C'est vraiment dans les années 2000 que la reconnaissance de l'homosexualité comme un mode de vie, une sexualité ordinaire, en tout cas non jugée moralement, va véritablement émerger. Donc, ce n'est pas une société aussi inclusive que ça. C'est une société qui est basée d'abord sur une société d'ordre. Et à ce titre-là, je voudrais dire un mot dans la fin de ce paysage, avant qu'on rentre vraiment dans le maintenant. C'est qu'il n'y a pas un mythe des 30 Glorieuses. Il y en a en fait au moins 2. Moi, en tout cas, comme je suis prof de sciences politiques, je me suis intéressé au mythe de gauche et au mythe de droite. Le mythe de droite des 30 Glorieuses, c'est un mythe d'une société
structurée de manière hiérarchique, c'est-à-dire le patron est au-dessus de l'ouvrier, la femme doit obéissance à son mari, l'immigré est invisibilisé à la chaîne de production, il est différent du français. Donc c'est un mode de hiérarchie très net dans la société. Ça ne veut pas dire que ces hiérarchies n'étaient pas contestées par des syndicats, des partis politiques, mais globalement, elles étaient consensuelles. C'est un monde structuré autour des valeurs de travail et de mérite. C'est-à-dire, si tu travailles dur, eh bien, tu réussiras à hauteur du mérite que tu auras. Si tu fais des études, tu auras un diplôme. Et ce diplôme t'ouvrira les portes d'une carrière qui te permettra une ascension sociale. Bon, ça, c'est une mythologie, pas forcément que de droite, d'ailleurs elle a été partagée beaucoup plus largement, mais en tout cas, c'est une mythologie aussi qui s'oriente autour de l'idée des valeurs, comme les appelait Georges Pompidou. Les valeurs, c'est des valeurs plus ou moins religieuses, des valeurs traditionnelles du pays. Bon. Et puis vous avez une mythologie des Trente Glorieuses de gauche, qui se focalise essentiellement autour de mai 68, c'est-à-dire un moment de germination des conquêtes sociales, un moment de contestation du capitalisme, un moment de libération, là, pour le discours de gauche c'est très net, de la sexualité, des rapports entre les hommes et les femmes. À un moment, on va enfin secouer cette vieille société un peu moisie, un peu rance, qu'on va arriver à secouer, et on va enfin peut-être espérer qu'une génération va faire une forme de révolution en rêvant d'un monde meilleur, un monde d'utopie. Et que finalement, aujourd'hui encore, pour les partis de gauche, eh bien, mai 68, ça reste comme ça, une sorte de grande référence, un moment très important qui nous a fait rêver d'un monde meilleur. Et donc, le point commun de ces deux nostalgies, c'est qu'elles voient de manière assez déformée, me semble-t-il, cette période. C'est-à-dire, évidemment que ces périodes ont été un peu de tout ça, mais elles n'ont pas été que ça. Évidemment que la prospérité a touché un nombre important de gens, mais elle n'a pas touché tout le monde. Moi, je rappelle souvent un élément fondamental quand on parle de la période d'aujourd'hui par rapport aux Trente Glorieuses, et je sais que c'est assez contre-intuitif, mais nous vivons une période beaucoup plus prospère aujourd'hui que pendant les Trente Glorieuses. C'est-à-dire, même, je vais même aller plus loin, nous vivons plus longtemps, en meilleure santé, que nous ne l'avons jamais fait dans le passé, et beaucoup mieux que pendant les Trente Glorieuses. Étienne Klein, qui est un des co-auteurs du livre, a une formule que j'aime beaucoup. Il dit, vous savez, lorsque je pense à la nostalgie de l'année 1955, pourquoi il prend cette année-là? Peut-être, je sais pas, peut-être lui est né dans ces années-là à peu près. Et il me dit, je pense à la joie d'imaginer d'avoir été dans un amphithéâtre pour parler de Descartes et de la passion que pouvait encore inspirer la philosophie des Lumières en 1955. Il dit, mais vous savez, quand je pense aussi au fait qu'il fallait aller chez le dentiste en 1955, alors là, par contre, ma nostalgie est beaucoup plus limitée. Là, je me dis, oula, en fait, je ne suis pas du tout sûr que j'aurais aimé revivre en 1955. Voilà. Et moi, notre point de vue est de dire, évidemment, dans ce portrait-là, pour finir cette nostalgie, c'est que nous ne supporterions pas de passer 15 jours en 1955. Tous autant que nous sommes, et tous plus ou moins nostalgiques que nous sommes, nous ne supporterions pas de le faire. Parce que c'était un monde quand même essentiellement patriarcal, c'était un monde où l'autorité politique était totalement incontestée. Je cite dans le livre en exergue de mon chapitre une lettre que j'ai retrouvée d'une femme qui a écrit à l'État et à la famille du général de Gaulle le jour de la mort du général de Gaulle en 1969. Elle écrit une lettre et cette lettre commence par ces mots: Jésus-Christ, le général de Gaulle et mon mari, voici en résumé l'humble vie d'une femme française. Bon. C'est aussi ça les Trente Glorieuses. Voilà. Et voilà, il vient de m'enlever une question. C'est pas... Alors, on va arriver progressivement à aujourd'hui, et pour rester un peu sur la thématique de la croissance, et c'est notamment Dominique Méda qui a écrit sur ce sujet, ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on regarde à quoi nous avons employé cette croissance, on peut se poser des questions. Je vais vous lire un tout petit extrait, à la page 94, donc c'est Dominique Méda cite Bertrand de Jouvenel, qui soulignait les insuffisances de la comptabilité nationale et du PIB. Vous savez, on parle de croissance. La croissance, c'est juste donc de la comptabilité. On mesure ce que l'on a produit. Et il dit la chose suivante: étant donné le surcroît de puissance dont nous avons disposé, l'existence des hommes a été moins améliorée que ne l'aurait imaginé un homme d'autrefois. Autrement dit, un homme d'autrefois s'attendrait à ce que la richesse de la civilisation fût annoncée par la beauté des villes, par le langage des citoyens. Un homme du XVIIIe siècle aurait pensé à la beauté du cadre de vie,
à la diffusion de la culture, à l'augmentation de la participation à la vie intellectuelle, artistique et civile. Qu'est-ce qui fait, Vincent, qu'il a écrit ça en 1957, on est en 2025, quand on lit un journal économique ou pas, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, qu'on regarde les réseaux sociaux, il y a un seul indicateur qui est toujours présenté comme l'alpha et l'oméga, c'est la croissance, c'est la progression du produit intérieur brut. Qu'est-ce qui fait qu'on a... Est-ce que c'est hérité de ces 30 glorieuses? Et qu'est-ce qui fait qu'on a cette cécité, cette peut-être fatigue intellectuelle de ne s'arrêter qu'à ce seul indicateur qui est très très loin de mesurer la véritable richesse humaine? Je vais vous répondre à cette question qui est importante, sur pourquoi est-ce qu'on est enfermé dans les indicateurs des 30 glorieuses, par vous dire que oui, d'abord, ces indicateurs sont nés dans les 30 glorieuses. Je vais vous répondre par une phrase justement de Jean Fourastier qui, à la fin de son livre, a une conclusion assez critique sur les 30 glorieuses. Bizarrement, parce qu'il montre évidemment tous les progrès tout au long de son livre, mais il dit il y a plusieurs choses qu'on a oubliées dans les 30 glorieuses. Et même quand on parle de cette période, on a oublié plusieurs choses. La première, c'est la spiritualité. Voilà, chez Jean Fourastier, qui est un chrétien démocrate, bon, ça fait écho à sa propre histoire, évidemment. Spiritualité, puisque, dit-il, la conception du bonheur, telle que la définit les 30 glorieuses, était essentiellement matérielle. Les 30 glorieuses s'étaient très peu préoccupés, finalement, d'une forme de bonheur qui ne soit pas matérielle. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les mouvements de la fin des années 60, début des années 70, les fameux mouvements hippies, se sont détournés de la civilisation matérielle au nom de recherche de nouvelles spiritualités qu'on ne trouvait plus en Occident et qu'on allait chercher, par exemple en Inde ou dans des civilisations orientales, parce qu'on avait le sentiment d'une perte. On avait à la fois perdu Dieu et on ne savait pas par quoi le remplacer. Ça, c'est la première perte. La deuxième perte, nous dit-il, c'est la perte de la joie. Il dit, en 1945, mes parents, il parle de ses parents, à lui, non, je dis une bêtise, alors c'est plutôt, quand il est né dans les années 20, ses parents, qui est né dans les années 1890, étaient destinés à mourir à l'âge de 50 ou 60 ans, quand on était un petit paysan du Lot, comme lui, comme sa famille, mais ce sont des gens qui chantaient dans les champs, qui avaient une espèce de rapport à la joie extrêmement fort. Et il dit on a perdu ce sentiment de joie. Et on vit une société de frustration, une société qui est, justement parce qu'elle est engoncée dans les questions matérielles, ne n'arrive plus à trouver en elle-même des formes de joie. Et donc, moi j'ai le sentiment que c'est un peu ça la réponse, ça va dans le sens de Jouvenel, c'est-à-dire dès les années 70, on pressent que l'avènement d'une civilisation dont l'indice de bonheur et de croissance, pour le dire au sens strict, est essentiellement axé sur la croissance des biens économiques, nous mène dans des formes d'impasse. Il y a toute une série de livres à l'époque, le plus connu c'est évidemment Les Choses de Pérec, que vous connaissez, mais il y a toute une série de livres critiques qui dit déjà mais il y a un problème, on est en train de créer une civilisation qui ne se repose que sur l'accumulation de biens matériels et on va dans une sorte de mur, parce qu'on n'est même plus capable d'estimer en fait ce qui peut faire la croissance et le développement d'une société humaine en dehors des critères strictement économiques. Et ce qui est fou, c'est que 50 ans après, on en est encore là. C'est-à-dire, on a une très grande difficulté. Tout le monde mesure l'impasse, et je crois que les guerres commerciales, l'avènement de Trump aux États-Unis manifestent jusqu'à la caricature, finalement, cette période-là. Puisque vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que les événements, depuis 2 mois, nous ont donné raison ou tort? Il me semble qu'elles mettent même l'actualité de manière centrale autour de cette thématique, puisque même si ce livre est plutôt centré sur la France, il ne vous a pas échappé que le slogan de Donald Trump, c'est « Make America Great Again ». Et le « again », c'était quand? C'est les années 50, 60, de la prospérité. Un autre grand leitmotiv de Trump, c'est « on va forer partout, drill baby drill ». On va forer au maximum, c'est-à-dire on va exploiter les ressources de la planète sans se poser la question du lendemain. Parce que c'est ça une autre dimension, je crois, des 30 glorieuses. Et ça, c'est le chapitre de François Gémen sur la question écologique. On l'a appelé « Imaginer un monde sans limites ». Voilà. Le monde sans limites, c'est le monde des 30 glorieuses. C'est un monde dans lequel on ne sait pas poser la question des limites soutenables. On s'est juste posé la question de notre expansion matérielle, de notre croissance. Et aujourd'hui, et là je dirai un mot tout à l'heure sur ce sujet, parce que c'est un mot très important, on est, je crois, collectivement en train de sortir de ça. En tout cas, les individus, dans la plupart des pays occidentaux au moins, ont progressé considérablement sur le sentiment d'absurdité et d'aporie que génère la civilisation strictement matérielle. Alors pour poursuivre un peu dans cette thématique, avant de la clore, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans le texte de Raphaël Lorca, qui a écrit, donc, son texte, c'est « Le bonheur par la consommation », puisque, voilà, on l'a dit, la croissance de la consommation caractérise ces 30 glorieuses.
dans un monde dont on sait mieux maintenant, en tout cas intellectuellement, qu'il est fini, et que l'accumulation de biens matériels va trouver une limite, et qu'il vaudrait mieux qu'on aille vers une forme de frugalité, ce qui ne veut pas dire de tristesse. Et en fait, on n'y arrive pas. Les vols internationaux ont dépassé les chiffres d'avant le Covid. La consommation de pétrole ne baisse pas. Donc, moi, je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on le sait intellectuellement, on n'arrive pas concrètement à vraiment faire bouger les choses? Et Raphaël Lorca a dit une chose que j'aimerais bien peut-être que vous vous expliquiez, c'est qu'en fait, la consommation, c'est pas que de la consommation. La consommation, c'est aussi la création d'une identité, et les marques l'ont bien comprise, et c'est la construction d'une liberté. Et c'est peut-être, alors je me suis dit, c'est peut-être ça qui fait qu'on a du mal à renoncer à cette consommation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Vincent, sur liberté, identité à travers la consommation? Alors, ce que dit Raphaël Lorca, c'est que justement toute la stratégie des marques est de vous identifier, nous les citoyens, un certain nombre de marques. C'est-à-dire de la façon dont nous consommons dit quelque chose de ce que nous sommes, profondément. Elle dit quelque chose de notre identité individuelle. Et donc, évidemment, ce récit-là, il est très puissant, parce qu'il touche chacun d'entre nous. Et même, voire même, les réseaux sociaux contribuent aussi à nous établir en tant que marque. Nous avons chacun un compte, ce compte a ses singularités, et il essaie d'attirer le maximum de monde. Donc nous sommes tous devenus des marques. En tout cas, c'est l'objectif que nous fixent les réseaux sociaux. Donc difficile de sortir de cette dimension-là. Et sur la question de la liberté, oui, nous avons la liberté, beaucoup de gens d'ailleurs, quand ils se sentent déprimés, ma liberté, c'est d'acheter des choses. Et c'est évidemment une définition, lorsqu'on s'intéresse un peu à la théorie politique, comme c'est mon cas, qui est un peu désespérante de la liberté, parce qu'évidemment, ça la limite à un tout petit champ. Donc ces deux dimensions de la consommation, je crois qu'elles sont extrêmement importantes, parce qu'elles montrent aussi le chemin que nous avons à parcourir pour pouvoir inventer une autre forme de liberté. Je l'ajoute d'autant plus que toute l'idée du progrès en Occident depuis 200 ans, c'est aligné sur l'idée d'un plus. Ouais, chez Hegel, le progrès, c'est une ligne qui monte comme ça. Donc il faut plus de choses, plus de droits, ça c'est l'imaginaire de la gauche, les plus de droits sociaux, les conquêtes sociales, mais pour les citoyens en général, c'est plus de biens, plus de bonheur. Et il est très difficile aujourd'hui, et là je mets un peu une pierre dans le jardin, notamment des environnementalistes, il est très difficile de dire que demain, les conditions de ce bonheur passeront par un moins. La frugalité, la sobriété, c'est ce que, bien sûr, on nous vante énormément. Alors, non pas que je sois opposé à ces principes, au contraire, il est tout à fait naturel de vouloir être plus sobre et plus frugal dans les temps que nous connaissons. Mais il est extrêmement difficile de déjouer un récit qui s'est intégralement construit en Occident sur l'idée que progrès égale plus. Et nous, on est en train d'essayer de dire progrès égale moins. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, moi, il me semble qu'il y a une idée fondamentale sur la question environnementale, et là, vous verrez que je suis étonnamment, je ne sais pas si je suis optimiste, mais en tout cas, on essaie de tracer une voie, c'est que nous aurons réussi à dépasser cette aporie lorsque nous aurons réussi à expliquer et à donner à voir aux citoyens en quoi une société qui aura réussi sa transition écologique sera elle-même porteuse d'une nouvelle prospérité. C'est ce que dit Jouvenel. C'est pourquoi demain, dans un monde environnemental qui aura réussi sa transition, non seulement on évitera la catastrophe, ça sera mieux, etc., mais on vivra plus longtemps, en meilleure santé, sans être victime de pollution sonore, de pollution visuelle, avec nos enfants qui grandiront mieux. Bref, nous aurons des conditions d'une prospérité qui étaient en réalité exactement les mêmes souhaits et les mêmes désirs qu'avaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Simplement, on va les réaliser avec les conditions d'aujourd'hui. En d'autres termes, moi, ce qui me frappe, c'est qu'aucune force politique aujourd'hui, et à commencer par les écologistes, ne nous dit pourquoi et comment une société qui aura réussi sa transition environnementale, elle va être une société d'abondance, de nouvelle abondance. Pas d'abondance avec des supermarchés pleins, pas d'abondance avec de la fast fashion, pas d'abondance avec des voitures diesel qui marchent à tous les coins de rue, mais en fait, encore une fois, il n'y a pas de raison de penser que la consommation va toucher à sa fin, c'est ce que nous dit Raphaël Lorca, dans une société qui aura réussi sa transition. Simplement, on va produire différemment, on va produire autre chose. Et le dernier élément, c'est qu'une des raisons, à mon avis, pour lequel il y a un côté désespérant dans le rapport à la transition environnementale, c'est parce que les récits de politique publique ont fait peser la responsabilité de la transition environnementale sur les citoyens. C'est-à-dire, on a dit, si vous voulez que ça change, vous allez changer. Nous, on va continuer à vous mettre plein de saloperies sur la table, mais vous allez arrêter de les manger.
On va vous donner des vols à 50 € pour aller faire un week-end au Maroc, mais vous allez arrêter de les prendre. On va vous donner des voitures diesel 10 fois moins chères qu'une voiture électrique, mais vous allez arrêter de l'acheter. Et donc là, on est dans une situation qui est complètement paradoxale. C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit la consommation, c'est ce qui vous définit et il faut consommer au maximum, avec, rappelons-le quand même, 50% de la population qui détient 85% des richesses. Ça veut dire que les 50 autres pourcents se partagent les 15% qui restent. En France, aujourd'hui, INSEE, 2022, 50% de la population partage 85% des richesses. Alors vous allez dire 50%, c'est pas mal de monde, ça fait 30 millions de personnes, mais il y en a 30 millions qui partagent les 15 millions qui restent. Et ceux-là, on va leur dire, alors tu vois, en fait ça va aussi dépendre de toi, la transition environnementale. Donc tu vas arrêter de manger des saloperies, de consommer des choses horribles, d'habiller tes enfants avec des fringues à 5 € la chemise, mais on refuse de faire porter le dialogue, ou de porter le dialogue, parce que c'est même pas une question de responsabilité, mais porter le dialogue dans ce qu'on appelle les communs. Et aujourd'hui, même Jean Covici disait, si nous devions tous parfaitement sobres, les uns et les autres, à zéro, si nous étions limités à 2 tonnes carbone par an, c'est-à-dire vous ne prenez plus l'avion, vous n'avez pas de voiture diesel, vous mangez plus de viande ou presque, etc., on ne ferait baisser l'impact carbone que de 40%. Pourquoi ? Parce que 60% de l'impact carbone dépend des communs. Il dépend des transports, de l'agriculture, de l'industrie, etc., etc. On parle beaucoup des transports aériens. À juste titre, parce que si vous rameutez le transport aérien au nombre de gens qui le prennent, l'impact carbone il est énorme. Mais est-ce que vous savez que le transport aérien, c'est aujourd'hui, dans l'impact carbone de la France, environ 6%, alors que le transport des colis de marchandises, c'est 16%. C'est-à-dire que si on trouvait des moyens, et à l'heure où je vous parle, c'est exactement ce qu'essaye de faire le secrétariat général à la planification écologique, c'est un organisme qui dépend du Premier ministre. Si on arrivait à faire rouler moins de camions sur les routes, ou en remplissant plus de colis, si les gens arrêtaient de consommer des saloperies en les commandant sur Amazon, vous pourriez baisser l'impact carbone quasiment autant que si vous supprimez les avions demain matin. Et ça, c'est une dimension, encore une fois, qui dépend très extraordinairement des entreprises. Donc le dialogue, il doit être mené avec les entreprises, il doit être mené avec l'État, il doit être mené avec toutes les structures collectives. Parce qu'encore une fois, vous pouvez arrêter de manger de la viande, mais si à côté de chez vous, il y a une papeterie industrielle qui produit 5 tonnes carbone par mois, ça ne sert à rien. Et les citoyens le savent, parce qu'ils ne sont pas idiots. Et donc, ils ont un sentiment à la fois de faire à leur mesure, et il y a beaucoup qui sont de plus en plus engagés dans ce voie-là, et c'est tout à fait heureux. Mais ils peuvent avoir aussi le sentiment que ça ne sert à rien, que c'est une goutte dans l'océan, que de toute manière, l'inexorable est devant nous. Et cette question, je le dis d'autant plus de manière importante, que c'est une question fondamentale, parce que s'il y a une dimension qu'on peut regretter des Trente Glorieuses, s'il y a vraiment pour moi un motif de nostalgie, c'est que lorsque je suis né à la fin des années 70, lorsqu'on demandait à des gens de la génération de mes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'avenir, ils avaient une vision positive de l'avenir. Ils disaient, l'avenir c'était l'an 2000. Vous vous rappelez peut-être de ça, des débats sur l'an 2000. L'an 2000, on disait, on ira en week-end sur la Lune. Moi, je me rappelle, on disait, il y aura des écrans dans toutes les pièces, ça sera génial. Alors, j'ai des enfants petits, je peux vous dire que les écrans dans toutes les pièces, j'en suis revenu. Mais on disait, on va parler en visioconférence avec les gens. Bref, on avait des images, parfois un peu naïves, du futur, mais qui donnaient envie d'un futur désirable. Aujourd'hui, justement, parce que nous sommes rivés sur le passé, d'un côté, et aussi parce que le futur semble tellement bouché dans toutes les générations, à cause notamment de l'environnement, à cause des incertitudes géostratégiques, mais elles existaient déjà avant. Je parle de la géostratégie, rappelez-vous, la baie des cochons, c'est les années 50, c'est les années 50-60. L'idée de la prescience d'une guerre nucléaire immédiate, prochaine, entre les deux grands blocs, existait. Mais en revanche, il n'y avait pas cette idée que quoi qu'on fasse, nous sommes condamnés par une logique d'écosystème qui s'effondre. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ce que disent les écologistes ou les défenseurs de l'environnement n'est pas vrai, c'est parfaitement exact. Mais il est, disons, pas très mobilisateur pour une population à qui on dirait vous avez un cancer en phase terminale, vous en avez pour 5 ans, d'avoir envie de faire la révolution. En général, qu'est-ce qui se passe quand on vous annonce ce genre de nouvelles? Vous allez devant votre télévision et vous n'y croyez pas. On est dans la phase du déni. Bon. Et il me semble que ce qui est intéressant dans la période qu'on vit, c'est que pourtant, malgré tout, eh bien, des citoyens comme vous, comme moi, en très 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 grand nombre, en font de plus en plus une priorité politique. Mais voyez, à mon avis, cet enjeu-là, il est tout sauf mineur. Il est presque un des enjeux centraux de notre livre. La question de la croissance, de comment on redéfinit la consommation. Il n'est pas de dire on va tout jeter, on ne va pas fermer les supermarchés demain, on ne va pas arrêter, même pas de prendre l'avion. Parce qu'il y a aussi des avantages dans certains métiers, dans certains concepts de prendre l'avion, pourquoi pas. Il va être d'essayer de réfléchir, nous individuellement, à notre consommation, mais d'essayer aussi de redéfinir ensemble ce qui relève du commun et ce qui relève de l'individu. C'est ça qu'on a essayé de faire. Voilà, pardon pour cette longue réponse, mais... non, mais voilà. Livre en marche, justement, permet aux auteurs de développer leur idée, et donc c'est très très bien.
Moi, je retiens donc que le progrès, ça peut être toujours plus, mais plus de quoi? C'est ça dont il faut parler. Alors, gardez encore un peu d'optimisme pour la conclusion, Vincent. Je vous propose de passer à la partie un peu plus thématique, même si on l'a déjà un peu traité. Et je voudrais qu'on parle, je regarde, si on en a le temps, de 3 thèmes. Si on n'a pas le temps, vous lirez le livre. Je voudrais qu'on parle du féminisme et de la sexualité, qu'on parle de la culture, parce qu'il y a un texte que je trouve, moi, qui m'a beaucoup intéressé, de Thomas Schlesser sur la culture. Et puis on terminera par ce qui est quand même un peu peut-être la conséquence de tout ce qu'on aura vu avant, c'est-à-dire la démocratie et la gestion du pouvoir. Donc trois thèmes, il nous reste un quart d'heure avant de passer aux questions. Voilà. Alors, on va être bref en prenant le temps, parce que je voudrais vous lire l'introduction donc de Maya Mazoret, qui écrit un texte qui s'intitule « Jouir sans entrave ». Point d'interrogation. C'était un des slogans de mai 68. Jouir sans entrave, disait-il, souligné. En théorie, le programme était charmant. En pratique, on n'a pas fini de ramasser les blessés. Certaines formules vieillissent mal. Celle-ci a trébuché sur tous les scandales sexuels des dernières décennies. On pense immédiatement à l'affaire DSK en 2011, à l'explosion du mouvement MeToo en 2017, à l'affaire Epstein en 2019. Mais on peut aussi penser aux atteintes sur mineurs dans l'Église, dans certaines communautés juives ultra-orthodoxes, dans certaines écoles coraniques, dans certains mouvements sectaires. On pense à l'inceste, à l'esclavage sexuel, au réseau pédophile, à l'infini ressac des violences sexistes et sexuelles. Dresser une liste exhaustive de ce qui se passe quand on prétend jouir sans entrave a des avantages, établir des continuités et des défauts, comparer l'incomparable. Mais bien sûr, la plupart de ces faits n'ont rien à voir avec le slogan « jouir sans entrave », ni avec ceux qui l'ont porté. On ne peut pas accuser 3 mots de toutes les misères du monde, mais on peut reconnaître qu'ils laissent un goût d'amertume dans la bouche. Alors finalement, Vincent, est-ce que la révolution sexuelle, qu'on parfois parallélise avec les 30 Glorieuses, a-t-elle été celle qu'on imagine ? Oui, bon, dans un mot un peu rapide, parce qu'on en a un peu parlé, puis vous lirez le texte de Maya, qui est un texte très fort, où elle a voulu, je crois, non pas régler son compte, parce que c'est pas, vous vous en rendrez compte, ce livre n'est pas du tout un livre contre les 30 Glorieuses, c'est pas un livre anti-boomer, comme on dirait, c'est un livre qui dit attention, c'était mieux avant. Et donc Maya, elle dit, non seulement la révolution sexuelle n'a pas vraiment eu lieu à ce moment-là, puisque pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce que la nature des pratiques sexuelles, le nombre de pratiques sexuelles pour les femmes, le rapport au consentement, le rapport aux manières dont on envisageait même l'amour, la sexualité, on peut évoluer pendant ce temps-là, hormis quelques communautés qui ont pratiqué l'amour libre, comme on l'appelait à une certaine époque. Pour l'immense majorité des gens, ça n'a pas été une révolution. Elle, ce qu'elle dit, c'est que la révolution a lieu aujourd'hui. Elle a lieu depuis maintenant une vingtaine d'années dans les chambres à coucher. Alors moi là, je la laisserai, c'est une plus grande spécialiste de sexualité que moi, en tout cas dans les mots. Donc du coup, je la laisserai, je vous laisserai lire son texte qui explique pourquoi elle pense que la révolution sexuelle a lieu aujourd'hui. Mais en tout cas, pour elle, la révolution sexuelle a lieu aujourd'hui, ne serait-ce que parce que il y a dans ces rapports sexuels vraiment les hommes et les femmes dans un rapport d'égalité quasiment sans précédent, presque dans l'histoire de l'humanité. Et donc ça, c'est ça qui est profondément nouveau en elle. Et par ailleurs, elle dit qu'il y a toute une série de pratiques, de réflexions sur le corps qui sont profondément nouvelles parce qu'elles se sont plus que jamais émancipées des notions de morale et parfois même des notions de famille. Ça, c'est intéressant. C'est le lien avec l'autre chapitre de Claire Allais qui montre aujourd'hui l'incroyable pluralité des familles. Les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles homosexuelles, voilà, que sais-je encore, les familles où les gens vivent encore ensemble tout en étant séparés, les familles où on fait une équipe et dans lesquelles finalement la famille nucléaire est l'une de ces familles, mais ce n'est plus la seule famille. Et donc, de cette diversité, comme dans la sexualité, naît un foisonnement. Et ce que je crois, là où je dis que ce livre est profondément optimiste,
hein, c'est que c'est un livre qui dit que tout ce qu'on a habillé de l'ordre de la crise nous apparaît, nous, comme des mutations qui ont une part positive très importante. Et cette première mutation, c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, c'est une mutation anthropologique. Nous sommes en train de redéfinir, comme on ne l'a probablement pas fait depuis des centaines d'années, les rapports entre les hommes et les femmes. Hein, c'est-à-dire qu'on a décidé, même si évidemment tout n'est pas tout fini, il y a des allers-retours, il y a des choses qui ne vont pas assez vite, il y a des impatiences qu'on comprend tout à fait, il y a des excès aussi, hein, des deux côtés, mais on a redéfini le rapport entre les hommes et les femmes en décidant qu'on allait essayer de tendre plus encore qu'auparavant vers une égalité plus grande. Encore une fois, ce combat, il n'est jamais totalement gagné, mais en tout cas, dans les mentalités, le combat a progressé à une vitesse absolument fulgurante. Hein. C'est-à-dire, quand vous observez le début du mouvement MeToo, c'est-à-dire il y a 7 ans, 8 ans, et aujourd'hui, déjà en 8 ans, il s'est passé un nombre de choses absolument extraordinaires. Des choses qui nous paraissaient anodines, normales, nous paraissent complètement insoutenables. Peut-être, je crois que tu voulais lire tout à l'heure un passage de Michel Perrault sur ces questions. Mais ça, c'est une dimension, je crois, vraiment très importante. Sur les droits des femmes, il y a une accélération du questionnement des droits des femmes, sur le rapport dans les familles entre le rôle des pères et le rôle des mères. Hein. Les 30 Glorieuses, c'est encore un monde dans lequel ce sont les mères qui font tout le travail. Et d'ailleurs, lorsque les mères rentrent sur le marché du travail dans les années 60, eh bien, on invente la double journée des femmes. Parce qu'avant, elles n'avaient qu'une seule journée puisqu'elles étaient à la maison. Et puis tout d'un coup, elles en ont 2. Et aujourd'hui encore, le partage des tâches matérielles, même imparfait, mais il a énormément progressé, pas depuis 20 ou 30 ans, mais depuis 10 ans. C'est cette génération-là qui est en train de changer dans la façon d'être. Et j'imagine si vous avez des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants, vous voyez bien que cette génération-là, dans la façon d'être père ou d'être mère, elle a profondément évolué dans les rapports à la liberté. Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que cette première mutation, elle est anthropologique, elle est aujourd'hui. S'il y a une révolution, elle est vraiment aujourd'hui. Elle nous inquiète parce que, comme toutes les révolutions, on ne sait pas où elle va. On ne sait pas exactement... Enfin, on sait où elle va, mais on ne sait pas comment elle va s'arrêter. Et comme dans toutes les révolutions, moi qui ai commencé ma carrière universitaire à travailler sur la Révolution française, je peux vous dire qu'il y a des grands effrois pendant la Révolution française, parce qu'on se dit, mais où ça va aller ? Il y a évidemment des excès, comme dans toutes les révolutions. Mais s'il y a révolution, elle est aujourd'hui, et c'est ça que disent nos 3 autrices. Oui, alors, il y a effectivement Michel Perrault. Alors, Maya Mazorette a 46 ans, Michel Perrault a 96 ans. Vous en parliez tout à l'heure, et elle écrit un texte, je trouve, bouleversant, dans lequel, effectivement, elle montre que, bien sûr, on ne peut pas juger hier avec nos yeux d'aujourd'hui. Ça serait un peu facile, ou en tout cas en accuser ceux qui l'ont vécu, mais il y a quand même des choses que l'on doit voir en regardant cette période, que l'on imagine comme une grande période de libération. Elle est très nuancée sur la libération de la femme pendant les 30 Glorieuses, 1945-1975. Elle dit la chose suivante. Prenons un exemple, celui de l'abbé Pierre. Héroïque figure des Glorieuses, se battant contre la pauvreté et notamment le mal-logement, dont il avait presque réussi à faire une cause nationale. La générosité véhémente de l'homme à la cape et au béret, fondateur d'Emmaüs, sa barbe de grand-père était populaire. On découvre aujourd'hui, avec une stupeur peut-être naïve, ses agressions sur ses auxiliaires, femmes voire enfants, une sexualité débridée, en partie liée à la chasteté imposée aux prêtres. Fait connu de son entourage, de l'Église elle-même, et dont la non-dénonciation pose maintenant problème. Est-il seulement un grand pécheur, comme le disait récemment le pape François, bien traditionnel sur ce point ? Pourquoi ce silence ? De quelle complicité ou cécité de notre société est-il le résultat ? Donc voilà, la nostalgie de ces périodes-là doit se teinter de ce réalisme qui montre que si on retient la loi Neuwirth avec la contraception, on retient la fin des 30 Glorieuses, 1975 avec la loi Veil sur l'avortement, mais qu'il y a aussi toutes ces pratiques sociales tolérées globalement qu'aujourd'hui on a du mal finalement à comprendre, qui sont aussi le legs de cette époque. Oui, je ne sais pas, vous avez peut-être vu récemment une interview de, je crois que c'est Bulogier, l'ex-compagne de Bertrand Blier, qui raconte lorsqu'elle partage sa vie au moment des valseuses. Et elle racontait encore, je crois, hier sur France Culture ou ce matin, Anou Grimbert, pardon, Anou Grimbert. Et elle raconte comment, à l'époque, quand il y a les valseuses, c'est-à-dire des films dont elle dit elle-même, hein, j'utilise ces mots, qu'ils sont profondément tournés autour de l'humiliation des femmes. Hein, où on voit Brigitte Fosset se faire agresser sexuellement par Gérard Depardieu et son acolyte, où on voit Miu Miu prendre des trempes, comme elle dit, hein, prendre des tartes, et il dit à l'époque, moi aussi je riais.
trouve ça drôle, ça m'amusait, je trouve que c'était libérateur, etc. Et aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment j'ai accepté ça. C'est-à-dire que ce que ça veut dire par là, on peut dire, ah oui, mais on est en train de brûler nos idoles, ça c'est une façon de le voir, mais on peut aussi se dire que tout simplement, et c'est normal d'ailleurs, plein de choses qui nous paraissaient pas choquantes, irréfléchies, etc., eh bien, nous paraissent aujourd'hui insoutenables. Et à l'inverse, plein de choses qui nous paraissaient choquantes eh bien, nous paraissent aujourd'hui parfaitement normales. Moi, je me souviens la première fois que, dans ma génération, c'est un film très important, il y a un film qui s'appelait Les Nuits Fauves, qui raconte cette histoire d'homosexualité. Et vous avez, pour la première fois, moi, jeune garçon, peut-être de 16 ou 17 ans, je vois deux garçons s'embrasser au cinéma. Et je me sens plein de ma gêne, d'adolescents, mais aussi de garçons qui montraient que ce sont des images qu'on ne montrait pas à l'écran, puisque l'amour représenté est un amour hétérosexuel. Aujourd'hui, sur une comédie sur TF1, vous pouvez tout à fait voir des garçons et des filles qui s'embrassent, sans vraiment que ça nous défrise particulièrement. Ça montre aussi le trajet qu'on est en train d'opérer. C'est pour ça que je dis que ce livre est optimiste, c'est que dans les mentalités, nous avons fait un trajet considérable. Alors, il y a toujours deux façons de le voir. Il y a le verre à moitié vide, tout ce qu'on n'a pas encore fait, tout ce qui est inacceptable, tout ce que nous sommes encore à supporter. Nous sommes encore à supporter un président qui veut attraper les femmes par là. Aux États-Unis, on est encore sur des tolérances inacceptables de personnes de pouvoir qui se comportent de manière honteuse. Mais je crois qu'on a beaucoup progressé sur les tolérances vis-à-vis des modes de vie individuels, sur les familles différentes, sur les sexualités différentes, sur les rapports de consentement. Il y a une progression considérable. Et je crois que même les excès de ces mouvements, eh bien, ils ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt des progrès que nous avons réalisés dans ce domaine. Ça, c'est quand même la première chose très importante que je voulais dire. Parce que des mutations, on a plusieurs. On en parlera de la mutation culturelle tout à l'heure, je crois. Oui. Alors, merci pour la transition. La mutation culturelle, donc Thomas Schlesser, qui est professeur d'histoire de l'art à l'école polytechnique, produit un texte sur le sujet. Il souligne de manière très claire que depuis un demi-siècle, l'action de l'État en matière culturelle se traduit par une obsession pour la démocratisation. Et c'est vrai qu'il donne des dates et des personnes qui vont vous parler. Jean Vilar, sur le théâtre en 1947, qui mélange des textes exigeants avec des prix d'accès assez bas à la culture. André Malraux, qui devient ministre de la Culture en 1959 et qui inaugure la première maison de la culture à Bourges en 1964. Donc voilà, il y a un certain nombre de faits qui montrent cette obsession de l'État pour la démocratisation de la culture. Et puis, Schlesser dit, mais comme Bourdieu il faut bien citer Bourdieu, ça fait toujours un peu intéressant pendant une conférence, comme Bourdieu le montre, et ça va être un peu dur pour nous ici ce soir, la démocratisation peut massifier le public de la culture, mais il ne le diversifie pas socialement et continue d'être l'apanage d'une minorité issue des classes favorisées. Ça, c'est nous tous ici, peut-être. Dans l'espace Malraux. Dans l'espace Malraux. Alors, Vincent, qu'est-ce que ces 30 glorieuses nous ont apporté en manière culturelle et où en est cet idéal de démocratisation? Est-ce qu'il est réel ou pas finalement? Ou est-ce que la culture reste l'apanage d'une petite minorité de nantis? Bon, alors là où je serais, vous comprendrez que je ne fais pas un livre contre les 30 glorieuses, c'est qu'en plus, moi, j'ai fait ma thèse. Vous en parlez tout à l'heure de doctorat sur les années 60, 70, 80. Et donc, je connais bien ces périodes de progrès culturel. Il y a eu une politique culturelle ambitieuse, mais c'est vrai que l'objectif principal que se sont fixés les politiques culturelles depuis maintenant un demi-siècle, c'est la démocratisation. Et c'est paradoxalement l'objectif qu'elles ont le plus raté. C'est-à-dire qu'elles ont, on le disait, la formule de Thomas est très juste, elles ont massifié le public de la culture. Il y a plus de gens, mais qui est lié aussi au fait que les gens qui en ont profité étaient des gens qui étaient nés en 1945 et dans les années suivantes. Donc un public plus large, c'était la génération du baby-boom. Il y avait plus de monde qui avait accès à la culture. Mais sur le plan de la diversification sociale, il y a une enquête qui est menée tous les 10 ans par le ministère de la Culture, qu'on appelle l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, et qui montre que sur l'essentiel des pratiques culturelles, il n'y a pas de démocratisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diversification sociale. Aujourd'hui encore, eh bien, par exemple, le théâtre reste l'apanage d'une certaine génération, la génération du baby-boom essentiellement, même si vous avez quelques jeunes, mais il n'y en a pas tant que ça par rapport à l'aune d'une génération. Et il y a presque 2 politiques seulement qui se sont un petit peu démocratisées, mais elles ne dépendent pas vraiment de l'État, en tout cas indirectement. La première, c'est le cinéma, en effet, là, qui fédère assez largement, et qui est vraiment un succès de démocratisation. Et la deuxième, c'est l'écoute de musique en ligne,
qui est la seule activité profondément démocratique. C'est-à-dire, si vous écoutez de la musique en ligne, il n'y a pas de différence entre les villes et les campagnes, il n'y a pas vraiment de différence entre les classes sociales, tout le monde écoute de la musique en ligne. Sauf que lorsque vous regardez le type de musique, eh bien, évidemment, là, vous retrouvez des structures sociales qui s'expriment, même si, encore une fois, nous avons tous tendance, et de plus en plus, à devenir omnivores sur le plan culturel. Ça veut dire qu'on peut aimer Serge Gainsbourg, du rap et Mozart, et en fait, en réalité, tous autant que nous sommes, nous avons tendance à avoir un regard beaucoup plus large qu'avant sur la culture. Alors là, le but de ce chapitre n'est pas tant de dire qu'avant c'était pas bien ou que la politique culturelle n'a été qu'un échec, parce qu'elle a apporté aussi beaucoup de bienfaits, ne serait-ce qu'en termes de patrimoine, ne serait-ce qu'en termes de sensibilisation et de faire de la culture un objet central d'une vie politique, comme ça a été le cas dans les années 60, 70 et 80. Bon, c'est déjà quand même pas si mal. Donc le but n'est pas seulement de se plaindre, mais il est de dire, dans le cas de Thomas Schlesser, que nous n'avons jamais réfléchi à la démocratisation de la création. Alors ça, c'est une idée un peu complexe, mais je vais aller très vite, je vous promets, et on pourra en reparler si vous voulez, parce que ce n'est pas le centre du livre. C'est qu'il dit qu'il y a un programme qui s'appelle les nouveaux commanditaires, et ce programme, il permet à chaque communauté de citoyens, pourquoi pas le public de l'espace Malraux, de dire, nous, on aimerait installer une œuvre, là, par exemple sur cette place, juste derrière, parce qu'on est des riverains, on vient ici souvent. Et au lieu de demander à la mairie de trouver elle-même un artiste pour le faire, qui va faire une œuvre qui n'a rien à voir avec les gens, on va essayer de participer au processus créatif de cette œuvre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rencontres entre un artiste qui va être choisi par un médiateur en fonction des intérêts du public, et on va essayer ensemble, de manière démocratique, non seulement de trouver le bon artiste, celui qui correspond à ce qu'on cherche. C'est jamais ce qu'on cherche, on ne sera jamais en consensus, mais en tout cas, il va y avoir des délibérations. Et cette délibération démocratique, elle va aussi continuer tout au long du processus de création avec l'artiste. Là, vous allez vous dire, mais ça c'est complètement utopiste, ça n'existe pas. Figurez-vous qu'il y a 500 œuvres en France qui ont été formulées comme ça, dans des hôpitaux, dans des églises, sur des places de village, dans la grande place de la ville de Tours, par exemple. L'un des artistes, qui s'appelle Arnaud Veillant, a créé une œuvre qui a été décidée avec tous les commerçants de la place, et se sont décidés ensemble ce qu'on pouvait faire. Et donc, au-delà de cet exemple, en fait, qui est un exemple qui n'est pas anecdotique, mais qui n'est pas un exemple majeur, ce que veut dire Thomas Schlesser ici, c'est que quand on réfléchit à la culture, aujourd'hui, et ça va plus largement que son chapitre, c'est de quelle culture parlons-nous ? Et surtout, une culture pour qui ? Alors là, c'est une question qui est un peu plus complexe, parce que je crois que c'est la deuxième grande mutation de notre époque. Et là, je m'éloigne un peu de Thomas Schlesser pour parler plutôt de notre enjeu dans ce chapitre, puisque dans cette partie, on a à la fois un chapitre sur la diversité culturelle, c'est-à-dire la diversité ethnoculturelle, un chapitre qui s'appelle de manière un peu provocatrice « Pour que la France reste la France », un chapitre sur les paysans et un chapitre sur la culture. Et l'autre grande mutation de notre société, c'est que nous sommes des sociétés qui sont de plus en plus diverses sur le plan culturel. C'est-à-dire que nous venons d'une époque, les années des Trente Glorieuses, d'une société globalement relativement homogène, dans laquelle les éléments de diversité, immigrés, ont été invisibilisés très largement. Et ce qui caractérise la période des années 80-90 jusqu'à nos jours, c'est une période d'accroissement de la visibilité de personnes françaises d'origine étrangère ou de personnes pratiquant une autre religion, qu'elle soit juive, ou qu'elle soit musulmane, et que la société française est aux prises finalement avec cette question-là. Alors, il est courant de dire que la société française reste profondément raciste, empreinte de réflexes de discrimination, ce qui n'est pas totalement inexact, évidemment, mais je voudrais quand même insister sur le fait que beaucoup de travaux de chercheurs en sciences politiques sur ces questions-là, notamment les travaux de quelqu'un qui s'appelle Vincent Tibéri, que vous connaissez peut-être, a réfléchi aux valeurs des Français, et il se rend compte aujourd'hui que la tolérance à l'égard de la différence n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et elle est sans aucune commune mesure avec la tolérance pour les différences qui existaient pendant les Trente Glorieuses. Et notamment les tolérances vis-à-vis des gens d'origine différente, qui ont une autre religion, etc., etc. Ce qui caractérise notre période, c'est là toujours pareil, verre à moitié vide, verre à moitié plein. C'est à la fois des résistances très fortes. On sait très bien que les sentiments à l'égard des Nord-Africains, de la religion musulmane, fait l'objet d'angoisse, d'incertitude, de rejet, et dans toutes les familles politiques. Mais en même temps, la tolérance vis-à-vis de l'acceptation d'une diversité de la société française n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui. Et quand on pose des questions, là, je reviens au CEVIPOF, sur les valeurs des Français, et sur même les questions, pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés en France, pensez-vous qu'on ne défend pas assez les valeurs traditionnelles, etc., etc., on voit que tous ces chiffres s'affaissent avec le temps. Ils demeurent importants. Il y a aujourd'hui encore un Français sur deux qui pense qu'il y a trop d'immigrés en France. Vous direz, c'est probablement trop. Mais c'est un vrai sujet. Sauf que ce sujet, c'était même pas un sujet dans les années 80 ou dans les années 70, parce que ça, c'était 2 tiers de la population, 80% qui pensaient de toute manière qu'il ne fallait pas l'étranger en France.
Et que les étrangers, jusqu'à la fin des années 70, qui arrivaient sur le territoire français, on pensait que leur destination était de repartir. Hein, il y a un livre très célèbre sur l'histoire de l'immigration en Angleterre qui s'appelle « The Guests Who Stayed », les invités qui sont restés. Hein, c'était les gens invités, il n'était pas question qu'ils restent. Aujourd'hui, non seulement la société française, comme les sociétés européennes, ont fait la transition vers l'idée que tout simplement, il y a des populations qui se mélangent avec le reste de la population française, mais que les cultures qu'elles ont apportées font partie aujourd'hui de la culture française. Et ça, c'est une dimension qui est, qui est très polémique parce qu'elle fait l'objet du centre de la vie politique, mais qui est, à mon avis, fondamentale. Nous vivons dans des sociétés beaucoup plus diverses. Et vous avez rappelé tout à l'heure que moi, je suis originaire de l'île de la Réunion. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on me voit. Mes parents ont émigré à la Réunion il y a un demi-siècle. Mais quand je vois aujourd'hui quand même le rapport des hexagonaux avec les compatriotes ultramarins, antillais, réunionnais, etc., il est beaucoup plus ouvert qu'il ne l'était il y a même 20 ans. Hein, il y a comme un sentiment, encore une fois, de beaucoup plus grande tolérance. Voilà. Donc la deuxième mutation, elle est là. Nous sommes dans des sociétés de plus en plus diverses et ça ne va pas changer parce que ce n'est pas la politique qui décide ça. Hein, ce n'est pas la politique, ça c'est la société. Mais la politique, elle décide quand même un certain nombre de choses et on arrive à la fin de nos échanges par une thématique qui est celle que le 14e chapitre, je dirais, de votre livre, celui que vous écrivez vous-même, qui s'intitule « L'homme providentiel contre la démocratie ». Alors je vais la reciter parce qu'elle est tellement croustillante, mais la fameuse phrase Jésus-Christ, De Gaulle et mon mari, voici en résumé l'humble vie d'une citoyenne française. Vincent, alors rapidement, même si ça mériterait de prendre du temps, c'est quoi l'homme providentiel? Vous dites qu'il y a 3 caractéristiques qui le composent. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? D'abord, l'homme providentiel, il n'a pas été inventé par les 30 Glorieuses, ça je vous rassure. Depuis Napoléon, en passant par le général Boulanger, le maréchal Pétain, l'histoire de France, elle regorge de figures d'hommes providentiels, comme si on était drogué l'homme providentiel. Mais disons que le dernier homme providentiel incontesté, c'est sans conteste justement le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il représente toutes les caractéristiques de l'homme providentiel. D'abord, il est extérieur au champ politique. Il ne vient pas vraiment de la politique, le général. Il est général d'armée, comme son nom l'indique. Il a été certes sous-secrétaire national à la Défense nationale en 1940, au moment de la débâcle, mais c'est quelqu'un qui va émerger pendant la guerre, dans des circonstances extraordinaires. Deuxièmement, c'est l'homme providentiel, c'est quelqu'un qui surgit et qui maîtrise le temps. C'est quelqu'un qui tout d'un coup surgit dans des circonstances extraordinaires et qui va nous sauver. C'est ça sa particularité. Il est providentiel parce qu'il est envoyé par la Providence. Et moi, ça fait des années que je travaille sur cette question, j'avais déjà écrit mon précédent livre, Le Retour du Prince, sur cette question de l'homme providentiel, parce qu'il me semble que ce rapport à l'homme providentiel, il est fondé sur une déresponsabilisation quasiment totale des citoyens vis-à-vis du politique. C'est-à-dire, puisqu'un homme va nous sauver, le principe de quelqu'un qui se noie, c'est qu'il est inerte. Et l'homme qui sauve, c'est celui qui fait tout le boulot, en gros. Et moi, il me semble que cet imaginaire démocratique, il est profondément problématique, puisqu'il sous-entend que nous n'avons aucune responsabilité en tant que citoyens dans la manière dont nos dirigeants nous conduisent notre destinée. Et il me semble qu'au contraire, il y a un décalage aujourd'hui entre les aspirations démocratiques de plus en plus égalitaires, et ça, l'ensemble des enquêtes d'opinion le montre. C'est-à-dire, vous avez certes une partie de la population française, un tiers de la population, comme par hasard, qui souhaite un chef très fort, ce qu'on appelle en sciences politiques le syndrome de l'homme fort. On veut un homme fort qui fasse le ménage et qui fasse le boulot. Mais vous avez 2 tiers de la population qui ne sont pas d'accord avec cette idée-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces 2 tiers, évidemment. Et aujourd'hui, en tout cas dans le cas français, on a une inadéquation totale entre le jeu politique, nos institutions et les aspirations à plus d'égalité. En tout cas plus d'égalité démocratique, c'est une plus grande horizontalité démocratique, si je peux le formuler différemment. C'est-à-dire que, à la fois, l'élection présidentielle crée un espoir de plus en plus court et une déception de plus en plus longue. Alors, je ne veux pas tirer sur une ambulance en parlant de M. Macron aujourd'hui, parce que, évidemment, depuis la dissolution... Est-il un homme providentiel? Il est l'incarnation absolue de l'homme providentiel. Il surgit de l'extérieur de la politique. Il le veut ou il l'est? Il l'a complètement construit comme tel. L'homme providentiel n'existe pas. C'est un personnage... c'est un costume qui est revêtu par des individus qui veulent en faire une ressource en politique pour l'emporter lors d'une élection. Et le général de Gaulle n'échappe pas du tout
à cette règle. Le général de Gaulle, c'est un acteur politique très habile. Hein. Je nie pas du tout son rôle historique essentiel, évidemment. Mais vous voyez bien que quand il revient en 1958, en 1946, il pense que les gens vont le rappeler au bout de 6 mois. Ça va durer 12 ans. Hein, parce que naturellement, les citoyens n'ont pas d'appétence forcément pour un homme providentiel. Et il va mettre en scène son retour en 1958. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la guerre d'Algérie, mais enfin, ça a lié à ces événements-là. On pourra en parler dans les questions si vous voulez. Et après, tout au long de sa présidence, qui va être une présidence profondément bonapartiste, comme le disait l'historien de la politique René Raymond en son temps, profondément bonapartiste, il va mettre en scène une forme de culte de la personnalité qui est fait de distance et de verticalité, qui ne va être rompu que par des traits d'humour que vous connaissez, parce que vous avez surtout vu des petites vidéos de ses conférences de presse où il fait des blagues. Mais dans le fond, la conception du pouvoir du général de Gaulle, c'est une conception de distance et une conception de verticalité. Je dis en plaisantant dans le livre que encore une fois, le général de Gaulle ne tiendrait pas 15 jours à l'ère de Twitter. Il ne tiendrait pas 15 jours avec l'ironie, l'hystérie, la critique de l'autorité. Il ne supporterait pas. Il ne supporterait pas parce que justement l'absence de déférence qui caractérise, à mon avis aussi, une partie de la démocratie. On peut le critiquer, on peut être exaspéré par les réseaux sociaux, mais cette absence de déférence, elle montre aussi le désir qu'ont les citoyens d'être considérés de manière plus horizontale qu'auparavant. Eh bien, elle me semble là complètement en décalage avec la figure de l'hyper-président. Alors, je ne sais pas si M. Macron est un homme providentiel, mais c'est très clairement quelqu'un qui s'est construit comme un hyper-président, comme Nicolas Sarkozy avant lui. Et il me semble que là, on arrive au bout de cette contradiction. Et ce que je veux vous dire, parce que le temps file et puis que c'est la fin de ce propos, c'est que j'ai parlé des grandes mutations, la mutation anthropologique, la mutation écologique et sociale. L'espèce on voit bien que ça ne va pas. Aujourd'hui, les questions environnementales font partie des 3 priorités des Français sur toutes les élections, à commencer par les élections locales. L'année prochaine à Chambéry, je suis certain qu'on parlera d'écologie, comme partout en France. On sent bien, sans forcément savoir où on va, qu'il faut que quelque chose change. Sur les questions culturelles, il peut y avoir des gens agacés par trop de diversité, angoissés par la France qu'ils ont connue et celle qu'ils voient sous leurs yeux. Mais, encore une fois, c'est un chemin qu'on est en train de faire tous ensemble. Pourquoi ? Parce que la société, elle travaille. La société travaille, elle travaille depuis longtemps. Et là, ce travail s'est accéléré à l'aune des mutations dont je suis en train de parler. Mutations, il ne faut pas l'oublier, technologiques considérables. L'intelligence artificielle, elle va bouleverser notre vie. On n'a même pas encore idée à quel point. Je vous donne un exemple, un chiffre. En 2030, dans 5 ans, 80% de ce que vous lirez sur Internet sera généré par une intelligence artificielle. 80%. En 2035, 80% des interventions chirurgicales seront faites à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pourra faire, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Des endroits où on pourra aller grâce à l'intelligence artificielle sans risque d'erreur qu'on ne peut plus faire. Des expériences de tests de médicaments. Je lisais l'autre jour un article spécialisé sur le test des médicaments. On pense que l'intelligence artificielle pourrait diminuer par 10 le temps passé à tester un nouveau médicament pour savoir s'il peut être mis sur le marché. Imaginez ce que ça veut dire pour des gens qui ont des pathologies rares, des maladies comme le cancer du pancréas, des maladies très graves. Donc tout ce que ça va bouleverser. Et tout ça n'est pas en dehors de la société, c'est pas en dehors de la politique. Et nous sommes là, dans notre récit politique, encore en train de rêver d'un sauveur ou d'une sauveuse. Bon, il semblerait que la sauveuse s'éloigne un peu du podium. On rêve comme ça d'un quelqu'un qui va nous dire, un chef fort qui va enfin nous permettre de retourner à la maison, de ne pas nous occuper de politique. Il y a un petit film, et je finirai là-dessus, italien, qui est malheureusement pas traduit en français, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Viva la Libertà. Si vous parlez italien, essayez de le voir. Et c'est un film qui est avec Tony Servillo, qui est l'acteur de Sorrentino, qui joue le rôle, c'est un film très amusant, une petite comédie, qui raconte un secrétaire général d'un parti démocrate, fatigué, c'est un apparatchik un peu nul, et il en a marre parce qu'il va perdre les élections. Tout le monde le sait, ses opposants sont bien meilleurs que lui, et du jour au lendemain, il décide de disparaître. Il décide de retourner en France, où il a vécu quelques années, pour retrouver une ancienne amoureuse. Et donc, panique à bord, évidemment, on va chercher quelqu'un pour le remplacer. Et on se rend compte qu'il a un frère jumeau, évidemment, comme par hasard. Et ce frère jumeau est un philosophe dépressif, et comme philosophe, il est évidemment extrêmement libre. Et vous me voyez venir, c'est une comédie qu'on appelle les comédies de remplacement, c'est-à-dire que le frère jumeau va prendre la place du politique, et la politique va en être changée. Et il y a une scène très importante dans laquelle, justement, ce philosophe un peu fou est en train de dîner avec le garde du corps qui se demande où est son patron, et le garde du corps ayant fumé une cigarette dehors, un journaliste pense reconnaître le chef du Parti démocrate italien, et lui pose la question, pourquoi pensez-vous que les hommes politiques italiens sont si incompétents ? Et il répond, les hommes politiques italiens sont incompétents parce que les Italiens sont incompétents. Les hommes politiques italiens sont corrompus parce que les Italiens sont corrompus ou rêveraient de l'être.
Et cette formule-là, elle m'a profondément marqué parce qu'elle nous dit, nous, ce qu'on peut faire, le travail qu'on peut faire. Je ne crois pas que le travail qu'on peut faire, c'est de tout transformer de manière écologique. Ça, je ne crois pas que ça a cette responsabilité-là. Je crois qu'on peut faire notre travail à nous. Mais ce que je sais qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de réfléchir ensemble pour inventer un récit politique qui ne soit pas celui-là. Et s'il y avait un objectif de ce livre, Les Temps Nouveaux, c'est précisément d'essayer de réouvrir l'horizon de nos imaginaires en sortant de l'idée de la crise pour se dire, nous vivons une époque qui est ni formidable, ni horrible. C'est une époque qui est pleine de défis et libre à nous de nous en emparer pour essayer d'en faire quelque chose. Parce que, comme le disait aussi Étienne Klein, et c'est ça, ce sera mon mot de la fin, il disait, quoi qu'en pensent les effondristes et nostalgiques, le futur finira bien par advenir. Voilà. Merci. On a un peu dépassé le temps, je me tourne vers Dominique. On a un peu de temps quand même. Voilà, ça va être un petit peu à vous de travailler maintenant, ou en tout cas, laissez fleurir vos questions à Vincent Martini. Merci. Deux petites questions, enfin une petite et une grosse. La petite, c'est sur le titre, Les Temps Nouveaux. J'ai regardé, c'était une revue fin 19e, début 20e, anarchiste. Est-ce qu'il y a un clin d'œil? Est-ce que ça n'a rien à voir? La deuxième question, c'est quand même que les 30 Glorieux, c'est aussi l'époque de la fin relative des empires coloniaux. Années 50, la fin de la guerre d'Indochine. Années 60, fin de la guerre d'Algérie. Tout à l'heure, vous parliez du PIB, mais la croissance économique, elle relève quand même, elle repose en grande partie sur l'exploitation des empires coloniaux. Et aujourd'hui, aussi d'une autre manière, mais ce n'est pas politique. Et quand on voit des conflits au quotidien avec l'Algérie, le Maroc, et ainsi de suite, mais des conflits partout, ça me semble un petit peu absent là-dedans. Voilà. Merci. Merci à vous. Non, le titre, oui, bon, c'est un clin d'œil, mais enfin non, il n'y a pas de référence directe à la revue des Temps Nouveaux. On cherchait, enfin ça a été vous imaginez avec l'éditeur, toute une réflexion sur comment on faisait, est-ce qu'on mettait 30 Glorieuses dans le titre, on se disait mais 30 Glorieuses, c'est un peu, ça fait livre d'histoire, etc. Donc Temps Nouveau, c'était aussi l'idée de faire l'idée du manifeste, de parler d'aujourd'hui. C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui parle d'histoire, mais c'est un livre sur aujourd'hui. Ça c'est la première chose. C'est une très bonne question sur la question des empires. Je pense que c'est une question essentielle. Je répondrai peut-être pas à l'endroit où vous avez posé la question, mais pour dire que, d'ailleurs, c'est intéressant. Ce qui caractérise pourtant une période qui génère tellement de nostalgie, à l'intérieur de tellement de groupes sociaux, tellement de gens ont une nostalgie d'une période quand même où le sentiment de déclin n'a jamais été aussi fort que dans ces années 50 et 60. Le sentiment, pour toute une partie de l'opinion publique qui était née avec l'Empire, l'idée que la France était une très grande puissance, des plus grandes puissances mondiales, tout d'un coup se réveille avec l'idée que non seulement elle n'est plus une puissance parce qu'il y a la décolonisation des différentes parties de l'Empire, mais en plus, sur le plan moral, la supériorité morale qu'elle croyait avoir se révèle une imposture. Parce qu'on découvre que la façon dont les Français se sont comportés en Algérie ou en Indochine est épouvantable et n'a pas beaucoup à envier à ce que les nazis ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Et je me souviens d'un film que vous avez peut-être vu, et je vous recommande vraiment de le voir, je pense qu'on devrait le diffuser partout, qui s'appelle L'ennemi intime, de Patrick Rothman. Alors il y a eu un film de fiction qui n'était pas très bien, mais un documentaire, vraiment, qui raconte l'histoire de la torture en Algérie. Et je me souviens d'un témoignage bouleversant d'un homme qui avait été commissaire de la libération, qui avait été un résistant, arrêté, torturé, et qui est conduit dans l'exercice de ses fonctions ensuite de police en Algérie à lui-même, si ce n'est torturer, en tout cas faire exécuter des prisonniers politiques. Et il est en larmes en disant moi qui étais résistant déporté, comment j'ai pu participer à une machine. Donc, et ça quand même on l'a su dès les années 60. Il y a vraiment un débat profond qui d'ailleurs nourrit le sentiment de révolte, je crois, de toute une jeunesse contre l'espèce de culpabilité ou de passivité coupable des générations précédentes d'avoir accepté une situation inacceptable. Bon. Donc l'empire colonial, il n'y est pas. Il y est indirectement dans le chapitre sur la culture, puisque Audrey Célestine, qui écrit le chapitre sur la question culturelle au sens large, pas la question des politiques culturelles, mais la question de la diversité culturelle, elle est antillaise, issue d'un monde postcolonial, elle aussi, professeure à New York. Donc elle raconte l'histoire de sa famille, vous pourrez le lire dans ce chapitre, où elle parle quand même de cette question impériale. Mais là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, c'est si on assiste au retour des empires, américains, russes, peut-être turcs, je ne suis pas totalement sûr. Vous savez que le 1, là, on est en train de faire un numéro, là, je vous fais un petit spoiling, comme disent les jeunes. On est en train de faire un numéro sur la France est-elle encore un empire colonial ou un pays colonial. Et on a des débats, on n'est pas totalement sûr, parce qu'en réalité, les liens avec la France-Afrique sont quand même aujourd'hui
très détériorée. L'influence de la France est très faible. Ses liens économiques avec les pays qui étaient sous sa domination, aujourd'hui réduits à peau de chagrin, elle est contestée par toute une série d'autres puissances. Et à ce titre-là, la réponse, en tout cas, mérite une réflexion plus en finesse. Après, je réponds un peu par une boutade, mais il y a plein de choses qui manquent dans ce livre. Parce que ce livre, il n'est pas fait pour couvrir l'intégralité des thématiques qu'on voulait faire. J'aurais pu avoir un chapitre. J'étais à Marseille pour une intervention publique vendredi. On m'a fait visiter la cité radieuse de Le Corbusier, cette espèce de modèle utopique de l'architecture des Trente Glorieuses. Il y aurait eu un chapitre merveilleux à faire. J'ai cherché beaucoup d'ailleurs à trouver quelqu'un, une autrice en l'occurrence, pour faire un chapitre sur les images des Trente Glorieuses. Je voulais voir sur la télévision pendant les Trente Glorieuses, comment, j'en parle un peu dans l'introduction, comment un film, par exemple, comme Les Bronzés font du ski, qui est un film qui sort en 1979-78, il fait 1,5 million d'entrées, ce qui est à l'époque pas beaucoup. Et lorsqu'il est rediffusé quasiment tous les ans, lorsqu'il est diffusé en 2006, et je crois qu'il y a 12 ou 13 millions de personnes qui le regardent. Et c'est devenu comme un symbole d'une génération. Ça me fascinait, ça. Comment est-ce que nous sommes complètement encore en train de ressasser en permanence les mêmes images? Et ça, je crois que c'est une des raisons, d'ailleurs, on n'a pas posé cette question de la nostalgie des Trente Glorieuses. C'est que la raison pour laquelle il y a une nostalgie particulière, au-delà du fait que d'abord beaucoup de gens qui ont vécu cette période sont encore vivants, et c'est heureux, c'est qu'aussi une période qui a produit énormément d'images, énormément de sons. Et que c'est probablement la première période à avoir créé autant d'images et de sons, c'est l'invention de la masse culture, etc. Alors excusez-moi, ça a peu à voir avec l'Empire, mais je crois qu'en tout cas, dans ce chapitre culturel, elle est en train de parler aussi de notre syncrétisme culturel, qui est un syncrétisme postcolonial. Donc peut-être on en parle un peu là, mais même si on n'en a pas fait un chapitre, mais on aurait pu. Oui. Oui, merci beaucoup. Nous avons enlevé les pots de saucisson devant les yeux et on y voit un tout petit peu plus clair. Il y a une question, effectivement, qui me taraude, que j'ai senti à travers vos propos, c'est comment le moins est mieux. Dans cette même salle, Patrick Vivray, le philosophe, était venu nous dire « moins de bien, plus de liens ». Et c'est une vraie question. Comment le moins peut-être créer un récit qui donne envie? Et je pense que c'est... Alors, on va lire avec beaucoup d'appétit votre ouvrage, mais le moins... dans notre société, alors qu'il faut du moins, et que c'est le moins qui est ce qui devrait nous faire rêver, comment le moins peut nous faire rêver à l'époque du Carrefour, où on est dit « ne pensez pas, dépensez ». Et ou à l'ère d'Amazon maintenant, puisque Carrefour est un peu derrière nous, mais c'est malheureusement Amazon. Je ne sais pas ce que c'est, mais il paraît que ça fait beaucoup de mal. Oui, j'en parlais un peu tout à l'heure, de cette question du moins et du mieux. Moi, je pense que c'est très difficile d'imaginer, puisque toute la civilisation matérielle occidentale a été construite sur l'idée du plus. Donc en réalité, moi, je pense même pas qu'il faut rester dans ce... Je pense qu'on fait une erreur. Je parle sur tous les intellectuels, j'allais dire, qui ont essayé de réfléchir à ces questions environnementales, à ces questions du progrès. Je pense qu'on a fait une erreur depuis maintenant une dizaine d'années. J'en parlais avec Dominique Méda, d'ailleurs, et François Gémen, qui sont beaucoup plus engagés encore que moi sur ces questions. Et ils disaient peut-être qu'on a fait une erreur à parler de sobriété tout le temps. Parce que la sobriété, d'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est une notion qui est un peu abstraite pour beaucoup de gens. Et encore une fois, vous l'avez résumé vous-même. Pourquoi parler de moins ? Il faut parler de plus de tout ce qu'on va faire d'autre, tout ce qui nous manque dans la société. Et c'est vrai que Patrick Vivray parle des liens, voilà un sujet important. Parce qu'à la limite, les Trente Glorieuses avaient une forme de perfection dans la tête des gens, parce qu'il y avait encore des liens de solidarité très forts, notamment familiaux, parce qu'il y avait une vie à la campagne encore plus dense qu'aujourd'hui probablement, et en même temps, on profitait de la société de consommation, qu'on avait du plus-plus. Et aujourd'hui, on est sur du moins, c'est-à-dire le plus nous crée de la frustration parce que tous autant que nous sommes, de toute manière, nous n'avons jamais assez. Et puis tout ce on nous donne, c'est comme un scrolling infini sur les réseaux sociaux. C'est que ça n'a pas de fond, et ça crée une forme de frustration. Il suffit de donner un téléphone avec un réseau social à un adolescent. Je peux vous dire, vous voyez la frustration très rapidement qui se génère. Pour moi, c'est le symbole de nous dans la société de consommation. Et on a beaucoup moins de liens qu'avant. Et donc, on est conduit aujourd'hui à réfléchir à la nature des liens qu'on essaye de tisser. Et puis, encore une fois, pourquoi pas de plus, c'est-à-dire plus de bien-être. Dieu sait qu'il y a énormément de façons de progresser dans le bien-être dans la société dans laquelle on est. Certains parlent du care, par exemple, mais je crois que les façons de restituer ou de réorganiser les rapports de solidarité dans une société dont il faut arrêter de dire d'ailleurs qu'elle est individualiste, que les gens sont tellement individualistes, comme si c'était une responsabilité, parce que ça m'amuse toujours de voir que les gens qui disent face à la montée de l'individualisme sont eux-mêmes aussi individualistes que les autres. Et à ce titre-là, c'est un fait, nous vivons une société d'individus, beaucoup plus forte qu'avant, et on ne reviendra pas en arrière.
Là, encore une fois, ça ne sert à rien de pleurer des vieilles anciennes. Ce qui est important, c'est de dire comment est-ce que l'individualisme est compatible avec des nouvelles formes de liens. Comment le fait de se penser comme individu, c'est-à-dire nous vivons dans des sociétés dont l'émancipation s'est faite au niveau individuel, on n'est plus dans une émancipation groupale. On veut bien se mettre avec les autres, mais il faut que ça soit des flash mobs, comme on dit, c'est-à-dire des rassemblements provisoires. On veut bien aller défendre une cause, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps. Il faut qu'on puisse avoir le choix de se retirer. C'est pour ça que les partis qui ont eu un certain succès à une époque aujourd'hui ne font plus bonne presse. Et encore une fois, je crois que pleurer ces liens-là, c'est perdre du temps. Aujourd'hui, il faut plutôt réfléchir par rapport à la nature de ce que nous sommes aujourd'hui, pour recréer les conditions d'une prospérité nouvelle. C'est pour ça que moi, je n'hésite pas à dire ça. Il faut qu'on garde des 30 Glorieuses l'idée de la prospérité. Mais simplement, il ne faut pas qu'on mette la prospérité au même endroit. Et si ça passe par le fait d'interdire de produire certaines choses, moi personnellement, je n'aurais rien contre. Je trouverais normal que l'État interdise la fast fashion, par exemple. On interdise que des biens soient produits en dessous d'un certain seuil de rentabilité, parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire soit de l'exploitation, soit du dumping, soit de l'importation à bas prix, soit de la destruction de l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on accepte ? Pourquoi est-ce qu'on met sur la table des cochonneries en disant aux gens d'arrêter de les manger ? Supprimons-les de la table. Ça, je pense qu'on peut faire moins et que les gens ne s'en seront pas privés. Si vous créez les conditions de faire des produits qui soient plus durables, encore une fois, c'est ce que je disais dans une interview dans il y a quelques semaines, je pense que les gens seraient d'accord pour ne pas changer de pull tous les 6 mois si le pull était de meilleure qualité. La raison pour laquelle on change tout le temps, c'est aussi parce que ce qu'on achète est de mauvaise qualité, globalement. C'est la fameuse obsolescence programmée. Bon. Donc tous ces sujets-là, pour moi, ils sont des sujets fondamentaux parce que je crois que les erreurs que font tous les gens qui parlent de sobriété, c'est d'imaginer qu'on va sortir de la société de consommation, qu'ils vont imaginer qu'on va arrêter de produire et de consommer. Et qu'on va être dans une sorte de frugalité. À l'époque, dans les années 80, on disait « go back to the trees ». On va revenir dans les arbres, dans un espèce d'état de nature au sens le plus littéral. Et évidemment, je trouve l'idée sympathique, mais elle ne sera jamais une idée majoritaire dans un pays occidental, ou en tout cas dans un pays tout court. Mesdames et messieurs, arrêtez de... On va prendre encore une question. Karen, c'est bon ? Le temps que le micro arrive, arrêtez donc de consommer, mais achetez le livre. Non, je n'ai dit pas du tout ça, j'ai dit n'arrêtez pas de consommer, consommez mieux. Achetez des bons livres. Consommez mieux, donc achetez des bons livres. On n'a pas parlé d'agriculture. Il y a un pavé sur l'agriculture par Eric Fotorino. On n'a pas parlé du travail. C'est quand même Laurent Berger qui s'y colle, donc c'est pas non plus. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. C'est un livre donc extrêmement riche. Je ne touche rien, je n'ai pas de commission, mais franchement, il y a 14 contributions. On peut lire ça en plusieurs fois. On n'a pas une langue logorée. Il y a des thématiques qui sont, et je vous ai lu quelques extraits qui sont succulentes. Donc c'est vraiment un livre dans lequel on sent à la fois la cohésion d'une équipe et en même temps chaque joueur individuel a produit quelque chose qui, je pense, peut être assez éclairant pour le futur et assez optimiste aussi. On va quand même prendre la dernière question de madame. Une question naïve. On entend beaucoup que le questionnement porte sur les politiques. Les politiques ne font pas ci, ne font pas ça. Moi, je m'interroge beaucoup sur la marge de manœuvre réelle du monde politique par rapport au monde de la finance. Quand on voit, par exemple, à Bruxelles, toutes les directives européennes qui auraient pu être prises et qui sont détricotées par le lobbying absolument incroyable des grands groupes financiers, je me pose cette question aux armes citoyens, oui, mais quelle est la marge de manœuvre dans ce monde où tout est marchandisé ? Alors c'est une très bonne question. Là, après, vous parlez de deux sujets un peu différents, qui est le pouvoir de la finance d'un côté et le pouvoir des lobbies de l'autre. Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'à Bruxelles, les lobbies sont institutionnalisés. Vous avez des lobbies, mais vous avez aussi la Confédération européenne des syndicats, qui a un lobby institué, mais qui défend les droits des travailleurs. Vous avez des lobbies environnementaux, vous avez des lobbies pro-énergie verte, vous avez toute une sorte de lobby. Donc je sais que c'est vrai qu'on a toujours une vision un peu très critique de l'Union européenne, parce qu'en France, les lobbies, on voit ça comme une sorte de rapt de la souveraineté populaire. Il y a un deuxième sujet sur la finance, auquel vous avez parfaitement raison, mais enfin, je constate quand même qu'il y a très peu d'acteurs politiques qui défendent strictement la finance. Ça paraît bizarre, mais en d'autres termes, je dirais que même les acteurs politiques conservateurs, je pense à Nicolas Sarkozy dans les années 2007-2012, il faisait quand même toujours cette dichotomie entre d'un côté la finance improductive et de l'autre l'économie productive, comme il l'appelait. Ce que je pourrais vous dire
sans répondre sur pourquoi. Je pense que les acteurs politiques, ça c'est vraiment une conviction là, de professeur de sciences politiques, je sors vraiment du seul bouquin, pour vous dire que, contrairement à ce que les citoyens pensent, les acteurs politiques ont encore beaucoup de latitude. Il y a énormément de politiques publiques sur lesquelles ils peuvent profondément transformer notre existence en mieux ou en moins bien. Ils peuvent accélérer des changements ou les retenir. Ce ne sont pas eux qui structurent tous ces changements. D'abord parce que c'est la société, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La société, elle travaille. La politique peut freiner les temps nouveaux, ou elle peut les accélérer. Hein. Mais peut-être qu'en France, on a une vision particulière de la politique comme le grand organisateur de tout cela. Hein, moi, peut-être je me mal fait comprendre en disant que c'est la politique qui doit faire tout ça. En réalité, je pense que nous accordons une place parfois ou un pouvoir trop magique à la politique. Hein, je pense que ce qui fait la politique, c'est une courroie de transmission. La politique, c'est le ressentiment, ou plutôt c'est l'élan que donne une société à une partie de ses représentants ou pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Hein. Il y a une phrase auquel je suis très attaché. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Laurent Berger, hein, qui était une belle rencontre de ce livre. Je ne le connaissais pas avant. On s'était rencontrés 1 ou 2 fois, mais on s'est connus un peu mieux. Et il s'oppose un peu là à un livre que vous connaissez peut-être parce qu'il est venu ici, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime par ailleurs, qui est Jérôme Fourquet. Hein, Jérôme Fourquet, il a fait ce livre qui s'appelle L'archipélisation française. Hein. Il raconte que, en fait, nous sommes tous dans les petits archipels séparés les uns des autres. Et finalement, la guerre civile n'est jamais loin, quoi. En tout cas, son imaginaire. Hein. Pas une vraie guerre civile, mais les Français sont prompts à s'opposer les uns les autres. Hein, et il s'appuie sur toute une série d'enquêtes statistiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se disait avec Laurent Berger qu'on était parfaitement opposés à cette idée. Et que les Jeux Olympiques montrent parfaitement l'inverse. En réalité, moi, je pense le contraire. Les Français n'attendent qu'une seule occasion pour être ensemble. Hein, ils n'attendent... et là, c'est là peut-être le rôle de la politique, à la fois de répondre à cette attente et de la faciliter. Jack Lang, à qui j'ai consacré quelques pages il y a une vingtaine d'années, disait « Être un ministre, c'est avant tout installer une ambiance ». C'est vrai, on voit bien qu'on ne sait pas ce que va faire Trump, mais on voit bien que l'ambiance est mauvaise quand même. On ne sait pas ce que fait trop François Bayrou, l'ambiance est moyenne. Hein, on a l'impression qu'il ne sait pas trop où il va. Là, c'est pareil. Hein, le politique, il est là pour être le détonateur des impulsions sociales. Mais c'est nous tous qui faisons le boulot. C'est les entreprises qui font le travail. C'est les citoyens, c'est au travail, dans leur mode de consommation, dans leur pratique de vie, dans leur rapport aux autres. C'est eux qui font ce travail-là. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce travail. Et la politique, ensuite, elle a des leviers. Parce que je peux vous dire quelque chose, c'est que lorsque Emmanuel Macron convoque les patrons des assurances pour négocier telle réforme sur le taux du livret, etc., d'assurance, je peux vous dire que les patrons ne disent pas, contrairement à ce que veulent nous faire croire les libéraux, moi, je ne vais pas à la rencontre du président de la République. Hein, et c'est vrai, à la fois aux États-Unis, le pays dit le plus libéral au monde, lorsque le président américain discute avec les gens de la tech, regardez ce qui est en train de se passer. Tous les gens de la tech, finalement, lui font soumission parce que la politique a encore un souffle, qui est un souffle qui s'appelle la démocratie, hein, qui fait que toutes ces marques n'existent pas si à un moment donné, il n'y a pas des gens pour les consommer, et donc une forme de légitimité qui se met en place et qui donne à la politique peut-être ses lettres de noblesse et aussi ses difficultés. Donc je dirais, encore une fois, que l'idée d'opposition entre d'un côté un monde de la finance qui déciderait de tout et les politiques qui décident de rien, ça me paraît une vision que je comprends, qui peut ponctuellement arriver, mais qui, à mon avis, est relativement erronée. Il faut lire, là j'étais en train de lire en arrivant, les premières pages du livre de Giuliano d'Ampoli, où il raconte comment la politique trop souvent se soumet aux géants de la tech. Il dit combien de fois j'ai vu ces gens réclamer un centre d'intelligence artificielle, des grands dirigeants accueillir en faisant des courbettes des gamins de 30 ans qui ont monté des structures de high-tech, mais parce qu'ils ne sont pas conscients du pouvoir réel qu'ils ont. Hein. Mais lorsque le Congrès américain convoque Mark Zuckerberg il y a 3 ans pour lui demander de s'excuser, de ne pas avoir modéré les contenus pour les adolescents, eh bien, Mark Zuckerberg n'a pas d'autre solution que de s'excuser. Hein. Alors, il va faire un retournement spectaculaire avec Trump parce que les citoyens élisent une personne qui va dans cette direction. C'est pour ça que, encore une fois, on en revient toujours à nous. Hein. Non pas pour nous faire porter une responsabilité écrasante qui dirait c'est de notre faute, mais pour dire c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir de le faire. Et il faut déjà faire ce qu'on est en train de faire ici, c'est entamer une conversation, déjà, avant de commencer à trouver des solutions. Le problème de la politique, peut-être, c'est qu'on lui demande trop de solutions toutes faites avant même d'avoir tissé une conversation. C'est peut-être ça, déjà, il faut commencer par faire ça. Merci Vincent de cette réponse. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et voilà. Merci de nous avoir donné un certain nombre de pistes de réflexion plutôt positives aussi, voilà, qui nous montrent que
On a encore voilà, une partie de notre avenir, on a notre avenir entre nos mains. Et voilà, il y a des idées vraiment intéressantes que vous avez d'ailleurs, je dirais presque rajoutées par rapport au livre. Et cette conférence, elle a une valeur particulière aussi en ce sens. Merci beaucoup de cette clarté. Merci à vous, merci pour tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, écoutez, à bientôt pour la prochaine conférence.